Alors, bonjour à tout le monde. Et Pierre Wazem, Bastien Vives, Benoît Peters et Dominique Goblet. Alors, juste pour commencer, ce que je voulais simplement qu'on parle un petit peu on va faire ça en plusieurs temps. Chacun va se présenter après. Mais tout d'abord, je voudrais quand même qu'on fasse un petit historique rapide de ce que sont les prix Töpffer. En fait, ça a commencé en 1997. Et c'était un prix qui a été créé pour aider la scène de la bande dessinée genevoise. Pour ce faire, on avait misé sur faire des catalogues, donc prendre des gens de la bande dessinée, alors faire deux prix, un prix international et un prix genevois, et publier un catalogue en prenant des grands noms de la bande dessinée française et les jeunes dessinateurs qui étaient à l'époque des jeunes dessinateurs, qui maintenant sont des gens qui sont tous reconnus dans la scène internationale, et qui avec le fait d'avoir un catalogue avec des gens comme Bilal, Loustal, Tardy, enfin des gens très connus, pouvaient mieux se faire connaître, mieux se vendre vers les éditeurs qui sont essentiellement parisiens ou belges. Parce que quand on arrive avec un catalogue, il y a un certain cautionnement qui est fait par les gens qui sont justement dedans, qui sont des gens connus. Ça a duré un certain temps, ça a très bien marché, mais bon, cette scène a grandi au point que maintenant les dessinateurs genevois sont réputés dans le monde de la bande dessinée, ce qui fait que il y a 3 ans, nous avons décidé de changer l'articulation des prix. C'est-à-dire que c'est plus les prix Töpffer sont devenus toujours un prix international qui est alors là plus basé sur les nouvelles tendances de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'est-ce qui va devenir le plus important maintenant. Nous avons l'exemple avec Bastien Vives qui a eu son prix à 24 ans avec un de ses premiers albums, enfin le premier grand album on peut dire, qui était Le goût du chlore, qui a eu un succès énorme. Et puis maintenant, bon, c'est quelqu'un qui est un des grands dessinateurs contemporains. Et puis des gens comme Pierre Wazem, qui a eu un prix au début pour la jeune bande dessinée, en fait, le premier prix Töpffer, et qui après a eu un prix international. C'est pour dire qu'il y a quand même eu une évolution qui s'est faite de fait. Et puis donc on a décidé de faire ces prix Töpffer pour des albums publiés par des Genevois donc qui sont ou des étrangers habitant à Genève depuis au moins 2 ans, ou alors des Genevois qui sont, il y en a beaucoup maintenant, comme par exemple dans la dernière édition, de Genevois qui se sont installés à Bruxelles parce qu'ils ont fait des écoles comme l'Ergue ou Saint-Luc ou que sais-je. Et puis qui sont restés là-bas parce que la vie est moins chère qu'à Genève, par exemple, et puis c'est plus facile. Alors, c'est comme ça que ces prix sont devenus maintenant quelque chose qui est plus un soutien sur la création générale. Et pour les jeunes dessinateurs, c'est le département de l'instruction publique de Genève qui a pris le relais en faisant un prix de la jeune bande dessinée genevoise. Et alors là, c'est effectivement des gens qui sont qu'à Genève et qui ont un prix qui est de 5 000 francs. Je précise que les prix Töpffer internationaux et genevois sont des prix dotés de 10 000 francs, ce qui est quand même très intéressant pour les gens qui les reçoivent. Alors voilà, ça c'est un petit peu pour dire qu'on parle beaucoup de Töpffer. C'est pourquoi nous allons pouvoir avoir une petite présentation de Töpffer et de savoir que c'est quand même bien lui l'inventeur de la bande dessinée et que c'est un Genevois. Et je cède la parole à monsieur Benoît Peters. On va essayer de récupérer l'écran. Il revient peu à peu. Voilà, ce sont les brumes de l'histoire de la bande dessinée. Et l'attribution de l'invention de la bande dessinée à Töpffer n'a pas été immédiate. Ah, nous avons des petites intermittences techniques. Et les couleurs du Yellow Kid vont revenir peu à peu, puisque le Yellow Kid était ainsi nommé à cause de sa chemise jaune qui devient jaune petit à petit. Voilà, donc pendant très très longtemps, les spécialistes de la bande dessinée se partageaient entre 2 tendances majeures, ceux qui considéraient que la bande dessinée démarrait avec les Grottes de Lascaux et ceux qui considéraient qu'elle commençait avec le Yellow Kid. Et Töpffer était bien oublié. La tendance Grottes de Lascaux qui se continuait avec la colonne Trajan, la tapisserie de Bayeux, etc. C'était une façon de donner un petit peu de noblesse à cet art réputé mineur.
Et l'autre tendance, la tendance américaine, c'était la tendance reprise par à peu près tout le monde, surtout en Europe d'ailleurs. Et les Américains sont les premiers à avoir insisté vraiment sur l'importance de Töpfer. Donc des gens comme le grand historien universitaire David Kunzel, mais aussi Art Spiegelman, portaient un intérêt à Töpfer au moment où les historiens européens qui ne l'avaient pas lu disaient que c'était de la proto-BD, de la préhistorico-BD, enfin je ne sais pas quoi, un grand-oncle de la BD, un cousin de province, mais en tout cas pas l'inventeur. Et nous sommes quelques-uns depuis 20 ou 30 ans à nous être penchés avec fascination sur l'œuvre de Töpfer. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ce petit combat est à peu près gagné, c'est-à-dire que plus personne de sérieux ne conteste le rôle déterminant de Rodolphe Töpfer dans l'histoire de la bande dessinée. Bon, bien sûr, il n'y a pas quelqu'un qui invente la bande dessinée, c'est pas comme Niepce ou Daguerre pour la photo, c'est pas un procédé technique. Il n'empêche qu'il y a quelques traits caractéristiques. Alors, je vais être rapide sur Töpfer, je pourrais être long. Donc, il naît à Genève en 1799 ou 99. Il meurt à Genève aussi. Il considère Genève comme une des merveilles du monde et un continent à soi seul. Il est nourri de Rousseau et de beaucoup d'éléments suisses et genevois. Et Töpfer se destine au départ à une carrière de peintre. Simplement, il a une maladie des yeux. Et cette maladie des yeux est le point de départ de sa carrière d'auteur de bande dessinée. On voit ici ses lunettes dans cet autoportrait. Et à 20 ans, alors qu'il était étudiant à Paris, se destinant à la peinture comme son père, il voit apparaître des formes bizarres devant ses yeux, des taches, des filaments, des grenouilles, etc. Et se dit, je serai jamais assez bon, j'ai pas une vue assez pointue pour être peintre, mais il écrit avec plaisir, il fait de la caricature avec plaisir. Et il va se lancer pour amuser les élèves du pensionnat qu'il dirige dans des histoires qu'il improvise. Et qu'il improvise dans une technique qui est tout à fait celle de la bande dessinée d'aujourd'hui. C'est un procédé très simple. Il travaille d'abord sur des carnets oblongs, dessinant à la plume et traçant les textes avec le même instrument que les images. Il se trouve que plusieurs de ces carnets sont emportés par un des amis de Töpfer, Frédéric Sauret, jusqu'à Weimar, où vit Goethe, très âgé et assez morose, assez déprimé. Et Goethe est le premier lecteur extérieur des histoires de Töpfer, et il s'enthousiasme. Et donc, au retour, les amis de Töpfer lui disent « mais vraiment, ça a emballé Goethe, il a passé des soirées, il en redemandait, etc. Il faudrait faire quelque chose de ça. » Et donc, Goethe, premier critique de bande dessinée de l'histoire, décide Töpfer à publier ses histoires lui-même par un procédé simple, dérivé de la lithographie, qui s'appelle l'autographie. Il réalise donc des petits albums qui sont véritablement des bandes dessinées. Et quand la première histoire, Monsieur Jabot, paraît, Töpfer fait paraître dans une revue sérieuse un petit article où il définit, somme toute, en quelques mots, ce que peut être l'art de la bande dessinée. Il n'emploie pas le mot de bande dessinée. Donc je vous lis cette citation, si vous avez de mauvais yeux, comme Töpfer, parce qu'elle est formidable, cette citation. Elle dit à peu près tout. Ce petit livre est d'une nature mixte. Donc c'est pas une addition, c'est vraiment quelque chose qui existe comme un tout cohérent. Il se compose d'une série de dessins autographiés au trait. Chacun de ces dessins est accompagné d'une ou deux lignes de texte. Les dessins sans ce texte n'auraient qu'une signification obscure. Le texte sans les dessins ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman, d'autant plus original qu'il ne ressemble pas mieux à un roman qu'à autre chose. On est en 1837, Töpfer a vraiment conscience que quelque chose de neuf se passe. Il voit bien qu'il y a là une forme, à la fois qui lui plaît, qui plaît autour de lui, mais quelque chose qui n'est pas une simple addition d'éléments, de textes et d'images. J'aime beaucoup l'histoire de Monsieur Pencil, dont je vais montrer deux pages, et je la trouve notamment formidable parce qu'elle démarre par un artiste traditionnel, au fond un artiste comme Töpfer avait rêvé d'en être un, et je vous lis, je mets mes lunettes töpferiennes, je vous lis les textes parce qu'ils sont très drôles et très révélateurs de ce qui est en train de se passer de neuf. Monsieur Pencil, qui est artiste, dessine la belle nature. À la deuxième image, Monsieur Pencil, qui est artiste, regarde avec complaisance ce qu'il a fait et remarque qu'il en est content. Troisième image, Monsieur Pencil, qui est artiste, remarque qu'à rebours, il est content aussi.
et même en regardant par-dessus l'épaule. Le récit pourrait s'immobiliser, vous voyez d'ailleurs que le regard qui était à droite file à gauche dans la dernière image, la page se referme. On est là dans une petite entité narcissique, autosatisfaite. Le dessin, la peinture immobilisent. Mais voici que la bande dessinée commence. Ayant essayé de ne regarder que le revers, M. Pencil, qui est artiste, remarque avec plaisir qu'il est encore content. Pendant que M. Pencil remarque avec plaisir qu'il est content, un petit Zéphyr s'amuse à lui enlever sa casquette. En ayant assez de la casquette, le petit Zéphyr rebrousse pour s'amuser avec le dessin. Et voilà le dessin qui s'envole, le dessin qui se met en route, et le récit qui démarre, qui va d'ailleurs perdre assez rapidement M. Pencil. C'est tout le dynamisme töpferien qui est là, et regardez cet enchaînement des dessins, la fluidité qu'il y a chez Töpfer, l'immédiateté de la compréhension du sens de la lecture de gauche à droite, et la façon dont ce texte, très bref, s'harmonise parfaitement avec ce dessin désinvolte. On a un humour de répétition dans le texte, mais on a en même temps toutes sortes de petits jeux à l'intérieur du dessin, et une forme qui est là, je dirais, de manière toute évidente, toute naturelle, qui peut faire penser au premier Tintin, et par exemple, pour ceux qui s'en souviennent, au cigare du pharaon, avec le précieux papyrus du pharaon kiosque qui s'envole, et derrière lequel on se met à courir. Alors Töpfer est très libre parce que, comme il fait le texte à la main avec la même plume que le dessin, il peut le placer où il veut. Alors que pendant pratiquement tout le XIXe siècle, le texte est composé typographiquement dans la presse et donc séparé, il est coincé à une place. Chez Töpfer, on le met absolument où on veut, il est parfois très court, parfois plus abondant, il a sa propre drôlerie, mais il n'empêche pas la drôlerie du dessin. Ici, nous avons une manifestation d'ouvriers qui ont faim, qui se plaignent, ce sont des choses qui n'arrivent plus de nos jours, et une série d'orateurs qui se succèdent et qui leur donnent une explication, qui leur disent ce qui se passe. Et donc à chaque fois on retrouve, malgré cela, les ouvriers continuant d'avoir faim, etc. Un nouvel orateur, Monsieur de Pibrac, monte sur le tonneau. Alors il y a une chose qui est tout à fait sympathique, c'est ça, qui va nous relier à la bande dessinée belge. J'ai préparé l'intervention de Dominique Goblet. Malgré cela, les ouvriers continuant d'avoir faim, Monsieur Grelot monte sur le tonneau. Mes bons amis, mes excellents amis, je pleure sur vos maux. Mais pour guérir vos maux, il faudrait l'occupation de la Belgique, l'épuration du préfet, la chute du trône et la guerre générale. Donc voilà, c'est la Belgique qui sentait déjà Töpfer à deviner le poids excessif que la Belgique allait prendre dans l'histoire de la bande dessinée. Alors on pourrait se dire, en voyant une image comme celle-ci, que Töpfer est parfois bavard. C'est un cas tout à fait exceptionnel chez lui, mais il s'agit de la plaidoirie d'un avocat, aussi content de lui que M. Pencil était content de son dessin. Et donc, ce texte devient vraiment une image. Il nous dit à quel point cet avocat est bavard. Il y a plein de procédés différents d'une histoire à l'autre, et notamment, on va le voir chez Töpfer, bien avant le cinéma, l'invention du montage parallèle. 2 séquences qui se succèdent. Un malheureux homme, appelé le rival, qui a été attaché à la roue d'un moulin et qui tourne et se fait mouiller, se fait saucer infiniment, pendant que Monsieur Vieuxbois, comte Fleurette, a l'objet aimé, la demoiselle qu'il apprécie. Et donc ce procédé est poursuivi page après page, plusieurs fois, avec toutes sortes de variétés. Vous voyez la variation dans la taille des cases, mais aussi donc cette organisation, cette répétition. Dans une autre histoire, le procédé est poussé encore plus loin. On est vraiment là dans un montage parallèle, et c'est tout à fait étonnant de voir ce procédé du montage parallèle qu'on croit découler du cinéma, et quand on le voit en bande dessinée, on dit parfois c'est un procédé cinématographique. Ici, on le voit utilisé en 1840, inventé par Töpfer. C'est vraiment amusant de voir dans ces petites histoires comment, à chaque fois, il essaye autre chose. Et en même temps, comment il a voulu garder ce style désinvolte, cette ligne un peu sauvage, qu'on sent à la fois dans la façon de tracer le texte, mais même dans les bords de cases, arrondis, comme ça, qu'il voulait absolument, comme il dit, dans le goût du reste. Il ne voulait pas que ce soit trop bien fait, il pensait que ça ôterait la drôlerie et la fantaisie des histoires. Page célèbre dans l'histoire d'Albert, qui est une bande dessinée politique,
se moquant du politicien genevois James Fazzi. Töpfer était à la fois très moderne dans ses goûts esthétiques et assez réac sur le plan politique. Mais on voit ici des procédés que la bande dessinée réutilisera et qu'il improvise, qu'il a essayé dans ses carnets et puis qu'il réalise ici. Et là, une série de toasts qui sont portés. Vous voyez que le texte lui-même se fait vertical et puis disparaît. Le texte ne devient plus qu'une suggestion d'écriture. À la fin de la vie de Töpfer, sa vue a encore baissé considérablement. Et la grande revue française qui vient de se créer, l'Illustration, lui demande une histoire. Mais parce qu'à Paris, on a beaucoup piraté les histoires de Töpfer. Il est le premier auteur de BD et le premier auteur piraté. Et donc là, on lui demande une histoire. Mais Töpfer ne fait que l'esquisse et il va demander à un dessinateur français, Cham, de mettre au net l'histoire. Il faut un procédé différent puisque l'illustration est imprimée classiquement. Et donc, Cham, qui en est chargé, non seulement va faire composer le texte, mais en plus va dessiner des dessins beaucoup plus corrects dans la tradition, qui sont interprétés ensuite par un graveur. Et donc on voit ici, c'est tout à fait spectaculaire, à gauche l'esquisse de Töpfer, à droite la réalisation de Cham, qui gagne en correction ce qu'elle perd en fantaisie. Et pourtant, Töpfer lui avait écrit moult lettres pour lui expliquer comment faire. Vous voyez ici, c'est amusant, cette jeune dame caricaturée, qui reste assez drôle chez Töpfer et qui devient chez Cham quasiment une beauté académique. Töpfer, peut-être en réfléchissant au travail de Cham, mais aussi avec des idées qu'il a accumulées toute sa vie, il était critique d'art en même temps qu'écrivain et dessinateur, il n'a pas fait que les histoires en images, va livrer à la fin de sa vie un peu l'équivalent de ce que Scott McCloud a fait avec l'art invisible. Il va livrer une théorie de la BD en forme de bande dessinée. Et cette théorie de la bande dessinée est extraordinairement intéressante et reste aujourd'hui extrêmement stimulante. Tout se fonde, selon Töpfer, sur les traits du visage. C'est somme toute les traits du visage et la gestuelle qui fondent ce nouvel art avec une idée que je n'ai pas le temps de vous résumer, mais que je ne fais que pointer, une idée que le problème d'un art séquentiel, d'un art graphique séquentiel, est de distinguer les traits permanents et les traits non permanents du personnage. Les traits permanents sont ceux qui font que, de face, de profil ou de dos, on le reconnaît. Et les traits non permanents font qu'il n'est pas un simple masque et qu'il est vivant et que ses émotions passent. Et c'est toute une méditation de Töpfer, exemple à l'appui, sur la manière dont le dessin peut guider l'invention. Et ça, c'est tout à fait révolutionnaire par rapport à ce qui se passera dans la suite du XIXe siècle, où très souvent, la bande dessinée, ou ce qui ressemble à la bande dessinée, se fondera sur un texte accompagné d'images. Alors que chez Töpfer, c'est vraiment le mouvement du dessin et le mouvement des variations du visage qui fondent le récit. Et donc on est au fond dans le prolongement de la caricature, une caricature qui s'anime plus que dans le prolongement du roman. Voilà tout de même une des pages de l'illustration, j'ai permuté deux choses, une des pages de l'illustration faite par Cham, et c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Vous remarquez que ça a tendance à partir vers la gauche plutôt que vers la droite, parce que la gravure inversée. C'est un problème qu'on aura souvent au XIXe siècle, le dessinateur travaille à l'endroit, le graveur inverse, et les mouvements, les dynamiques se perdent. Je vous renvoie pour plus de détails à un excellent ouvrage de Thierry Grunstein qui paraît ces jours-ci, que j'ai eu le plaisir d'éditer dans la petite maison d'édition dont je m'occupe. Monsieur Töpfer invente la bande dessinée, où vous trouverez non seulement tout un historique, mais en plus tous les textes de Töpfer sur la bande dessinée, le fameux essai de physiognomonie, les lettres à Cham et tout un ensemble d'illustrations qui permet vraiment de rendre justice à Töpfer. J'espère que la ville de Genève songera bientôt, à côté de la statue de Töpfer, à nous élever, à Thierry Grunstein et à moi-même, une statue pour avoir contribué à la découverte de ce grand homme. J'ai parlé de Töpfer à Genève il y a quelques mois. Je pensais que j'allais être ridicule parce que tout le monde connaissait tout par cœur. Et je me suis rendu compte que les Genevois avaient encore quelques progrès à faire en connaissance töpférienne. Les Belges en connaissance hergéenne sont meilleurs.
Il est vrai que Hergé a vendu plus d'albums. Je glisse sur des suites qui arrivent immédiatement après Töpfer. Donc ici Nadar avec Monsieur Réac. Nadar qui n'est pas encore photographe et qui est un auteur tout à fait amusant. Et Gustave Doré. On va bientôt rendre hommage par une grande exposition à Gustave Doré. Gustave Doré peintre, Gustave Doré illustrateur, graveur, mais aussi auteur de bande dessinée avec l'histoire de la Sainte-Russie. Et puis un peu plus tard, Christophe qui reconnaissait Töpfer comme son maître et qui lui rend hommage à de multiples reprises, même si quand on lit les albums de Christophe, on s'aperçoit qu'il est plutôt en retard qu'en avance sur le système mis en place par Töpfer. Et qu'au fond, il faudra très très longtemps, il faudra des générations et des générations, il faudra quasiment Reiser pour retrouver la liberté de plume de Töpfer et l'abandon de la correction graphique au profit de la liberté. Une chose qui m'a frappé aussi, je finirai là-dessus, c'est que j'ai eu l'occasion il y a 1 an de parler longuement de Töpfer au Japon et que les auteurs de manga étaient totalement fascinés par Töpfer et se reconnaissaient tout à fait, notamment dans sa conception du visage et du visage comme expressivité. Et donc peut-être que nous avons en Europe eu très longtemps une tradition de la bande dessinée qui se réfère encore au dessin classique, ce qui n'est pas du tout le problème des auteurs japonais. Donc voilà, Töpfer maintenant admiré par Art Spiegelman, par Chris Ware, par les mangaka. Voilà, je crois que la statue du grand homme est bien en place et que Genève peut être vraiment fière d'avoir donné naissance indiscutablement à la bande dessinée. Alors maintenant, on va peut-être passer un petit peu au travail de chacun. On va laisser peut-être l'honneur à Dominique Goblet. On ne peut pas commencer par un homme. Moi, si tu veux que... Oui, comment que ce soit Pierre. Alors Pierre Vazem va présenter un petit peu comme ça, que vous sachiez un petit peu ce que chacun fait. Donc j'ai demandé à chacun de préparer un petit peu un topo sur son travail. Voilà. Alors une Pierre Vazem. présentation de ma méthode de travail. Moi, je suis pas venu à la bande dessinée parce que j'avais des problèmes aux yeux ou une quelconque maladie. J'avais toujours eu envie de raconter des histoires et la manière la plus simple et la plus évidente, c'est avec un bout de papier et un stylo. Je vais manipuler, je crois, parce que sinon, on va faire. Donc, tout commence toujours par des petits carnets de notes, où je note à peu près n'importe quoi, toutes les idées qui viennent, des petits textes, des petits croquis. Là, on voit que les carnets sont de plus en plus grands, c'est assez bon signe. Si c'était de plus en plus petit, ce serait dommage. Des fois, quand je relis, j'ai un peu de la peine à comprendre ce que j'ai voulu dire. Là, par exemple, j'ai toujours énormément de problèmes à comprendre ce que je voulais faire avec ces croquis-là. Je retrouverai la mémoire. Ensuite, c'est ce qu'on appelle la phase de découpage. Alors, je pose d'une manière assez jetée, comme ça, avec des dessins très spontanés et faits d'un trait, comme ça. Toute la séquence sous le rythme de la bande dessinée, les plans, d'une manière assez grossière. Et c'est ici, en fait, que je construis l'histoire, que je note, que je fais les bulles, les textes, les différents plans. C'est un peu, tout est fait là. Je reviens souvent en arrière, je recommence, je recolle des bouts de papier, je typex. En fait, toute la bande dessinée est vraiment confectionnée à ce moment-là. Et c'est aussi cette partie-là du travail que je présente après à l'éditeur. Et c'est là-dessus qu'il pourra se faire une idée de ce que pourra donner le récit. Il y a vraiment l'ensemble du texte, toutes les pages. Et c'est quand même assez lisible, donc c'est quand même fait pour être lisible un peu par les autres. Ensuite, il y a là on a la page 44 là. Ensuite, il y a la mise au point du dessin lui-même, donc le noir-blanc, qui est pas mal, qui suit en général pas mal le découpage, bien que de temps en temps je m'en éloigne pour un peu quand même m'amuser. Et là, c'est de la plume et du pinceau. En général, je travaille comme ça.
Ensuite, il y a la mise en couleur que moi je travaille sur Photoshop sur ordinateur. On a avec Photoshop, si on s'amuse pas trop avec les outils mis à disposition, on a un peu un rendu qu'on avait avant avec les collines ou l'aquarelle. Et j'aime bien travailler la couleur de façon assez simple avec des aplats comme ça. Et en fait, je scanne mon noir, je ne touche plus au noir sur ordinateur, et je fais la couleur sous le noir. En fait, si on enlève le noir, ça donne un truc comme ça. Et après, on aplatit l'image pour l'éditeur. Ça, c'est une manière de travailler. J'en ai d'autres. Ça, c'était un petit travail pour Spirou il fallait présenter le Suisse. C'était un peu une plaisanterie. Et en fait, je dis qu'il y a un dicton suisse qui dit qu'il y en a point comme nous. Ça, c'est un dicton qu'on peut souvent entendre en Suisse. Et en fait, j'explique qu'en fait, il n'y a aucune raison d'avoir un dicton pareil parce que tout le monde est à peu près pareil et rêve des mêmes choses et vit de la même façon. Alors là, c'est encore une autre technique. C'est un petit peu plus compliqué. Je décompose les images, c'est-à-dire je travaille d'abord les décors au pinceau. C'est un peu de la cuisine, hein. Je vous explique un peu comment je bosse. Donc c'est vraiment tout est séparé en fait, les décors et les personnages que après je colle sur le définitif. En Photoshop, ouais. Et après un petit aplat de couleurs de l'autre côté. Donc de nouveau dessous. Ça je me suis amusé un peu avec une bichromie, c'est-à-dire d'utiliser 2 tons. Là, en l'occurrence, en vert et en noir. Ensuite, ça c'est pour montrer un peu le parcours que j'ai fait en tant que dessinateur. J'ai été très influencé au début de mon travail, de ma carrière par les dessinateurs comme Hugo Pratt. Toute l'école italienne des années 70 qu'on trouvait dans des petits bouquins, dans des petits romans ce qu'on appelait les romans de gare, qui était une espèce pour moi, qui avait un rapport en fait à la littérature plus que les bandes dessinées comme on avait à Astérix, Obélix. Et il y avait un côté un peu plus adulte comme ça, et je me suis vraiment beaucoup imprégné de cette technique de noir et blanc et de ces récits assez fluides, assez rapides. On tournait les pages assez rapidement. C'était des livres assez mal foutus avec du papier un peu pourri en général qu'on gardait pas. Et voilà, mes premières bandes dessinées sont vraiment très inspirées de ce type de truc. Et ensuite, comme tous les dessinateurs un peu néophytes, hein, j'ai essayé de déconstruire un peu cette influence en partant dans quelque chose d'un peu plus brutal, un peu plus jeté, un peu plus spontané. Et petit à petit pour en arriver à des choses que je fais maintenant qui sont une espèce de mélange, toujours avec beaucoup d'amour pour le noir et blanc, et une espèce de mélange de lignes claires et de chenilles en fait, voilà. Des petits traits partout. Et on peut dire que c'est devenu un peu mon écriture un peu plus personnelle. En même temps, en parallèle, je fais aussi des petits récits autobiographiques qui sont vraiment faits à main levée, un premier coup de crayon comme ça, très spontané. Et c'est des petites chroniques de la vie de mon atelier. Et ça reste des espèces de des petits moments de détente, un peu plus légers comme ça, qui me demandent pas beaucoup d'efforts et qui sont un peu des espèces de sucreries où je m'amuse avec mes camarades d'atelier. Et ça a fait l'objet d'une publication dernièrement. Voilà un peu mon travail. Après, bon, alors évidemment, en Suisse, à Genève, on a une tradition de l'affiche dessinée. Ça, c'est encore un autre truc. C'est comme quoi la bande dessinée peut vraiment amener à n'importe quoi. On a vraiment une tradition à Genève. On utilise les dessinateurs de bande dessinée pour des affiches politiques. Et voilà, pour des affiches de toutes sortes, culturelles. Et on voit là que je m'amuse à faire tout ça, c'est des travaux d'affiches. C'est un peu ce qu'on appelle vulgairement les travaux alimentaires, qui sont à côté qui nous font gagner un peu d'argent. Aussi pas mal de dessins de presse pour la presse. Ça, c'est un peu tout ce qu'on peut faire quand on est dessinateur de bande dessinée à Genève. On est
pas mal employé dans d'autres domaines. Et notamment dans la presse. Voilà. J'ai aussi participé, voilà. Bon, je vous montre un peu le panel de ce qu'on peut faire. J'ai aussi participé au montage et à la fabrication d'une exposition dans un festival de bande dessinée à Lausanne, qui était en croisement avec des œuvres de Gus Boffa et les miennes. Et donc là, je me suis amusé à faire des décors, à faire tout un espèce de petit cheminement où les œuvres étaient présentées dans des trous dans le décor. Et les gens devaient guigner à travers les trous pour regarder les œuvres. C'était pour changer un peu de simplement exposer les choses contre le mur, comme ça. Et puis pour m'amuser un peu, perdre un peu de temps, ce que j'aime bien faire. Voilà. Encore ça, on peut tout mélanger. Encore quelques dessins. Voilà, d'autres affiches. Voilà. C'est bon travail. Merci. Et alors, on va passer à Bastien Vives. Pourquoi pas une fille Une fille Une fille au milieu. Alors, une fille au milieu. Voilà. Alors, ce sera Dominique Goblet. Sympa, merci. Il faut y passer de toute façon. Voilà, alors ici va vous être présenté le livre avec lequel j'ai remporté un prix, le prix Topfer, je ne sais plus en quelle année, autour de 2007 je pense. Possible ? Bon, bref. Il s'agit d'une autobiographie. Je peux le faire. Alors, en ce qui me concerne, moi je suis arrivée dans la bande dessinée, je ne vais pas dire tout à fait par hasard, mais presque, puisque depuis toujours j'ai voulu dessiner. Et j'ai fait des études donc à Bruxelles, à Saint-Luc, des études qui me préparaient au dessin. Et se posait après la question de savoir vers quel domaine du dessin j'allais m'orienter. Et personnellement, j'aurais bien aimé aller en peinture, mais les professeurs m'ont poussé à aller en illustration. Et en vérité, je savais même pas très très bien ce que ça voulait dire illustration, mais comme je pouvais continuer à dessiner, ça me convenait. Et donc je suis rentrée de cette manière-là en illustration à Saint-Luc. Et là, j'ai eu un premier vrai déclic. À savoir que pour moi la rencontre entre le texte et l'image était enfin une délivrance par rapport à l'image, puisque grâce au texte s'ouvrait un monde infini d'images. Et la première chose qui m'a émerveillée dans le rapport entre texte et image, c'était le fait que en illustration et en bande dessinée, on avait l'image qui fonctionne comme une forme d'écriture puisqu'elle raconte quelque chose. L'écriture étant intégrée au texte devient dessin et la rencontre entre les deux forme un troisième niveau de lecture puisque l'image peut raconter une chose, le texte une deuxième et la rencontre entre les deux une troisième chose. Et donc j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait s'amuser à créer des décalages entre ce texte et cette image, en ne racontant surtout pas par le texte ce que l'image raconte, et du genre, on pouvait montrer une image avec une petite fille, ou par exemple le texte qui raconte une petite fille dort, et sur l'image on voit la petite fille marcher sur le toit de la maison. Et bien sûr on comprend par là que c'est ce que les parents pensent. Et donc c'est intéressant de pouvoir jouer avec cette rencontre entre ces deux systèmes. Et quand je suis sortie de Saint-Luc, j'ai rencontré un groupe de jeunes de l'atelier de bande dessinée qui avaient décidé de réfléchir aux limites de la bande dessinée et à ce qu'on pourrait faire pour que on ne soit pas obligé de répéter ce que nos prédécesseurs avaient fait.
Et moi, ça me paraissait une très très bonne idée parce que la bande dessinée, jusque-là, me paraissait un peu ennuyeuse et surtout tellement codifiée. Et j'avais très très envie de juste m'amuser avec ce médium et de pouvoir le faire un peu exploser. Et donc j'ai commencé à faire une première vraie plongée dans ce médium à travers cet album, en essayant de déconstruire tout ce qui pouvait être déconstruit, à savoir le rythme, les cases, le fait qu'on puisse passer de l'illustration à la bande dessinée, de choses que sur tout un album, on n'est pas obligé de rester fixé à un seul style, ni même à une seule technique. Et j'ai eu envie simplement de pouvoir m'exercer pleinement avec toutes les limites de ce médium. Et toujours dans cette même dynamique, travaillant avec les gens de Frémog, donc ce groupe à Bruxelles, issus de ces étudiants de Saint-Luc, il nous était très important de réfléchir à ce que pouvait être aussi la bande dessinée dans le cadre de l'art contemporain d'aujourd'hui, et donc vraiment d'aller bousculer les frontières et les barrières qu'il y avait autour de ce monde-là. Et comme ça a été fait en peinture, d'essayer de mettre perpétuellement tous les stéréotypes, les codes, etc. En difficulté. C'est pour cela aussi que petit à petit, ce qui m'a finalement le plus intéressé, c'était en gros de raconter, mais raconter sous toutes les formes libres possibles. Ainsi, plus ou moins parallèlement au fait d'avoir fait ce livre-là, j'ai donc eu un enfant. Donc ici, je raconte mes difficultés en tant que fille dans une relation avec une mère assez violente. Et simultanément, je suis devenue moi-même mère et j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur le lien parental, mère-fille de mon côté, et aussi à savoir si j'allais répéter les mêmes violences. Ouais. Et je m'interrogeais beaucoup sur la notion d'instinct maternel. Et à savoir si moi j'aimais mon enfant parce que c'était mon enfant. Tu peux laisser ça peut-être 2 secondes. Oui. À savoir si j'aimais mon enfant parce qu'elle était mon enfant ou si je l'aimais parce que c'était une personne avec qui je commençais à avoir une relation. Et puis je me demandais comment j'allais pouvoir faire quelque chose de ça artistiquement. Et puis de temps en temps, je regardais ma fille et j'étais prise d'une très grande émotion en la regardant comme ça. Et donc je courais chercher un carnet et j'essayais de faire des croquis de ma fille et des portraits d'elle dans lesquels j'espérais pouvoir trouver une réponse à ces questions sur le lien mère-fille. Et puis je me suis dit, mais non, ça va pas du tout. Comme ça, juste accumuler des petits portraits de ma jolie petite enfant, c'était un peu nul parce que c'est juste un truc trop mignon et un peu con. Et donc je me suis dit, si je veux parler du lien, il faut que je me confronte à son regard. Et donc quand elle avait 7 ans, je lui ai proposé elle habitait chez moi 1 semaine sur 2, j'étais séparée avec son papa. Et donc je lui ai proposé un jour, j'ai dit, tiens, ça te dirait pas que chaque semaine où tu viens à la maison, je ferai un portrait de toi et toi tu ferais un portrait de moi et on ferait ça sur 10 ans. Et elle dit, très cool, ah bah oui, c'est chouette. Alors qu'évidemment, elle avait 7 ans et pour elle, 10 ans, c'est une pure abstraction. Donc elle savait même pas encore ce que ça voulait dire 10 ans. Et donc on a commencé comme ça à se dessiner chaque semaine. Et bon, voilà, tu peux à essayer de répondre à cette question de qu'est-ce que le lien et comment notre relation va se raconter. Et puis finalement, je me suis rendu compte que le lien, c'était véritablement une affaire de temps passé ensemble et de temps échangé, de temps dans lequel parfois on est fatigué, crevé. C'est un livre dans lequel il n'y a que très peu de texte, en général des dates, parfois une petite phrase qu'on se disait ça et là.
Et après quelques années, après 5 ans, j'ai pu constater que le temps dans notre approche au dessin s'inscrivait de façon totalement opposée, puisque à travers les portraits que Nikita faisait de moi, entre 7 et 17 ans, son style a totalement changé, très rapidement même. Et mon physique, par contre, n'a pas énormément changé entre 30 et 40 ans. Par contre, à travers les portraits que moi je faisais de Nikita, mon style avait évolué, mais pas de façon aussi flagrante, en fait, même assez peu. Par contre, son physique a totalement changé. Et donc, c'est vraiment dans l'interstice de cette parallèle que l'on trouve le rapport de temps. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous montrer ce travail ce soir? C'est parce que, pour moi, ce travail a été d'une très grande importance dans mon rapport de réflexion autour de qu'est-ce que la bande dessinée, qu'est-ce que aujourd'hui on a le droit de faire en bande dessinée, et est-ce qu'on pourrait considérer ce travail-ci comme une bande dessinée? Alors bien sûr, si on vous pose la question, on aura plutôt tendance à dire bah non, quand même, c'est pas une bande dessinée. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est que quand même, c'est un travail où la séquence, où il y a une séquence qui se suit, il y a une véritable lecture, et les images ne peuvent pas être interchangeables, enfin déplacées. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce livre a été publié à l'association qui, en tout cas surtout à l'époque, n'avait encore jamais publié autre chose que de la bande dessinée. Pour pouvoir publier ce livre qui faisait quand même 600 pages et qui était un peu un risque éditorial, puisque bon, malgré tout, c'était un truc très différent, bande dessinée, etc. Ils ont demandé une aide gouvernementale au CNL, à la commission de bande dessinée qu'ils ont obtenue, et ce livre a été sélectionné dans les prix d'Angoulême comme un des albums de l'année de bande dessinée. Et donc je trouve ça intéressant, pas bien sûr pour l'idée d'être sélectionné, etc., mais parce que en posant ces jalons-là, on se rend compte que le paysage de la bande dessinée est en train totalement de changer et que les limites sont poussées tout de même à l'extrême. Alors je vais finir par le travail sur lequel je suis aujourd'hui. Il y a 2 ans, j'ai rencontré un artiste allemand qui s'appelle Kai Pfeiffer. Nous nous sommes rencontrés à un festival de bande dessinée en Suède et on s'est amusé à regarder les carnets, nos carnets sketchbook, nos carnets respectifs. J'ai beaucoup aimé ses dessins et sous le feu d'une ivresse un peu trop appuyée, je lui ai proposé de faire un travail avec lui. Et en général, lorsque je propose ça, tu peux attendre une petite seconde. Voilà. Ça m'est arrivé 2-3 fois de proposer ça à des artistes et puis je rentre à Bruxelles et puis voilà, j'ai plus tellement envie et puis ça s'oublie et tant mieux. Mais ici, la personne m'a prise au mot et je lui avais dit, ben voilà, tu peux me faire une proposition. Et la proposition qui a été faite est celle-ci, donc il m'a envoyé 5 planches A4 divisées en 4 cases, comme vous voyez. L'idée, c'était de partir sur un thème central qui sont les rencontres amoureuses sur site internet. Et sans chercher à préécrire une histoire, produire des images que l'on s'enverrait mutuellement. Ces pages, on réagit dessus ou non, ou on peut tout simplement continuer à produire de notre côté des images. Et l'idée, c'était que lorsque l'on aura 100 planches, on redécoupe toutes ces pages, on mélange toutes ces images et on refait une sorte de montage, comme au cinéma. Et c'est finalement sur base de ce matériau d'images qu'on essaiera de créer la narration et de voir si c'est possible, sans préécrire une histoire, de créer une narration. Alors, ce qui s'est passé, c'est que voilà, tu peux peut-être avancer maintenant les images. Voilà, là vous avez les 5 premières pages que j'ai reçues de Kai, donc celle-ci et puis voilà celle-là. Et c'est surtout la première qui m'a donné un gros coup de poing parce que moi personnellement, j'étais pas du tout habituée à travailler avec des zones un peu érotiques, etc. Et je trouvais ça bien culotté de sa part de venir me chercher par ce biais-là.
Et donc j'ai vraiment accepté avec enthousiasme et on a commencé. Voilà, tu peux passer les images un peu plus rapidement. Peut-être passe tout de suite à la 40e par exemple. Ah oui, non, tu peux revenir juste celle-ci. Encore la précédente. Voilà. Alors ici, vous voyez à gauche une des toutes premières planches que je lui ai données. Et qu'il s'est amusé à simplement, il s'est simplement amusé à jouer avec le motif. Donc on retrouve la première case sur la troisième, la deuxième sur la première, le flic en haut à droite. Et donc c'est juste une sorte de variation autour de même case. Et la page d'après est encore une variation. La première case, on retrouve le bec d'oiseau avec l'espèce de forme de slip. Et on peut comme ça s'amuser à jouer à l'infini avec des formes qui deviennent presque une poésie presque partiellement surréaliste et touchant presque à l'abstraction. Le truc, c'est que on a continué donc à avancer dans ce récit, mais malgré nous et assez rapidement, vu qu'on réagissait sur les planches l'un de l'autre. Des motifs sont apparus, donc on va retrouver les homards régulièrement, et même des personnages qui se sont imposés, donc la fille en maillot et la femme que vous voyez qui est devenue le personnage central, une femme d'une 50aine d'années qui recherche des hommes sur Internet. Et petit à petit, malgré nous et presque contre notre volonté, s'est installé, est apparu presque magiquement une trame narrative, et finalement, après les 100 planches que nous voulions complètement redécouper, on s'est rendu compte qu'on avait déjà une histoire. Et donc, les 50 planches suivantes ont uniquement, on les a écrites, et elles ont servi à venir colmater les trous, et à véritablement créer une histoire qui se lit et qui se suit, et dans lequel il y a une suite logique. Alors, le corpus principal de ces 100 planches, dans lequel on est venu greffer des parties plus écrites, fonctionne un peu comme un truc presque noisy, un concert bruitiste. Et puis les parties écrites permettent de recréer une sorte de calme et de choses qui expliquent le côté complètement éclaté, qui s'avère être une sorte de comment on appelle ça, burn-out, puisque cette femme a une sorte de... Voilà. Donc tout ça pour dire que finalement, ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est d'essayer de travailler avec les limites de la bande dessinée. En l'occurrence, dans ce récit-ci, essayer de construire une bande dessinée à l'inverse du processus habituel, à savoir on écrit une histoire, on découpe, on crée les images. Ici, c'est vraiment le matériau d'image qui nous a permis de créer l'histoire. Voilà. Merci, bonne Topfer. Alors maintenant, on va passer à Bastien, qui, lui, a aussi été faire beaucoup de recherches dans tous les livres qu'il a fait, qui sont très différents les uns des autres, qui va nous expliquer. J'ai mis les images, pas forcément dans le bon ordre, mais c'est pas très très grave. C'est juste... Prends ma place. Ok. Ok, c'est bon. Donc voilà, moi j'avais remporté le prix Topfer, mais juste après toi. T'es la marraine du prix Topfer de la ville de Genève. En fait, pour ce bouquin-là, Le goût du chlore, qui était mon troisième bouquin, moi j'avais fait j'ai dessiné depuis tout petit, les parents peintres. Mon père est matte painter, ça, et donc j'ai toujours dessiné avec mon frère. J'ai axé très vite mes études dans le dessin. J'ai toujours voulu dessiner. J'ai fait mes études à Penningen en art graphique, et puis très vite, vu qu'on arrêtait de dessiner parce qu'on commençait à faire de la typographie et de la photo, moi ça m'intéressait pas. Je voulais dessiner, donc je suis parti. Je suis allé, j'ai fait les Gobelins en dessin animé. Juste parce que il y avait des gens qui dessinaient, et sans trop savoir ce qu'était vraiment le dessin animé, même si j'étais passionné, mais je me rendais pas compte que le dessin animé c'est pas du dessin, c'est autre chose, c'est du mouvement. Donc c'est pas très important de savoir dessiner, il faut juste comprendre le mouvement. Et donc moi j'ai fait mes études de dessin animé, et pendant tout le long après j'ai découvert
j'ai toujours aimé le cinéma. Puis j'ai eu mes premiers cours de cinéma, et c'est à ce moment-là, mes premiers cours de cinéma, où j'ai une révélation, et je me dis, en fait, il faut que je fasse de la BD, parce que il y avait quelque chose dans la narration du cinéma qui me plaisait énormément, et tout de suite, en fait, comment dire, je me suis dit, en fait, je voulais raconter des histoires, et ça, je m'étais jamais posé la question avant, jamais, j'avais envie, je voulais toujours dessiner, mais pas forcément raconter des histoires. Et je me rends compte, tout d'un coup, que c'est la chose la plus importante. Et je me dis, en fait, l'illustration, je pourrais pas raconter à cette chose. Le cinéma, je pourrais jamais en faire. Le dessin animé, c'est trop compliqué, c'est trop long. Et la bande dessinée, pour moi, c'était le moyen, comme disait Vazem, le moyen très pratique. Il suffit juste d'un stylo, d'une feuille, et puis on peut commencer à raconter des histoires. Et donc, j'ai commencé directement, alors que j'étais en plein dans mes études, j'ai commencé à faire de la BD. Puis j'ai arrêté mon cursus en milieu d'année parce que j'avais un contrat avec Casterman pour une première BD. Alors que c'est vraiment un coup de bol parce que je connaissais pas grand chose à la bande dessinée. J'ai envoyé ça aux éditeurs que je connaissais de nom, donc c'était Dupuis, Delcourt, Dargaud, Casterman, sans savoir même qu'il y avait une BD indépendante ou chose, alors que j'en lisais, mais je m'étais vraiment pas du tout intéressé à ça. Et en fait, chez Casterman tombait un éditeur qui cherchait des nouveaux talents, enfin des nouvelles têtes chez Casterman, parce que c'est quand même une maison un peu vieillissante. Non, mais sans à ce moment-là, quoi, tu vois. Mais bref, non, mais ils avaient du mal à renouveler leur catalogue. Non, mais désolé. Et donc, je suis tombé là. Et vraiment, je me souviens, chez Casterman, il m'a dit, allez, carte blanche, fais ce que tu veux. Et donc, moi, j'ai commencé à raconter mes histoires. Et c'est vraiment le truc qui m'intéressait le plus et qui me donnait le plus de mal, où j'ai vraiment parce que le dessin, en fin de compte, j'arrivais à peu près à dessiner, je savais à peu près, voilà, il faut faire une voiture, j'arrivais à être lisible. Et c'est pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Et ce qui m'intéressait, c'était le dessin, et c'était de raconter une histoire. Et donc j'ai commencé ça, c'est le goût du chlore, c'est ma troisième bande dessinée, j'en avais fait 2 avant. Et au fur et à mesure, j'ai appris. Mais au début, voilà, le goût du chlore, c'est un album où la mise en scène est extrêmement cinématographique. À l'inverse de par exemple, de ce que a pu montrer Dominique, ou encore pire, il y a encore des choses qui passent. Mais je veux dire, c'était vraiment cinématographique. C'est comme si j'avais une caméra, je faisais jouer mes acteurs, et c'était comme un storyboard. Et si bien que je me demande si c'est pas en venant du dessin animé, tout d'un coup, cet album a marqué un peu, parce que cette manière de raconter, de prendre le temps de raconter, de répéter des cases et tout ça, les gens, c'était ce que faisaient déjà certains indés avant. Tout d'un coup, il y avait un côté peut-être, il y avait une jolie couleur avec des dessins qui étaient à peu près réalistes et tout. Les gens se sont dit, tiens, c'est une manière de raconter de la bande dessinée peut-être autrement, alors que c'est simplement, je faisais juste du storyboard et juste de l'animation. C'est vraiment une pâle copie du cinéma. Et ouais. Et voilà, donc c'était vraiment une pâle copie du cinéma. Aujourd'hui, je me rends compte vraiment du potentiel de la BD. C'est pas simplement de faire du storyboard et essayer de faire du cinéma dans la bande dessinée. Non, la bande dessinée a un vrai pouvoir, juste, comme l'a montré Dominique juste avant, entre simplement 2 cases, ce qui peut se passer dans la tête et ce qu'on peut raconter entre 2 cases, c'est incroyable. Et c'est pas juste une succession d'images. Et donc cet album, il y avait beaucoup de silence. C'était une histoire d'amour, un garçon et une fille qui se rencontraient dans une piscine. Il y avait quelque chose un peu peut-être universel. Et donc c'est pour ça que les gens peut-être se sont reconnus un petit peu dans l'album, et il a fait son petit bout de chemin. Et après, j'ai continué à avancer. Le problème, c'est que quand j'ai fait le goût du chlore, j'ai fait aussi Dans mes yeux après, et la boucherie, j'avais énormément de mal à raconter autre chose, parce que j'étais un peu obsédé à ce moment-là par une nana, donc c'était un peu compliqué. Bref, c'était vraiment ça à l'époque. Et donc j'ai raconté en fait 3 fois la même histoire pratiquement. C'est un mec qui rencontre une nana qu'il n'arrive pas à choper. Voilà. En gros, c'est très simple. Mais avec trois manières différentes. Voilà, là c'était au crayon de couleur, et donc je m'étais dit en fait je voulais tout le temps dessiner cette nana, et donc je me suis dit j'ai pas envie de dessiner le mec, alors je vais prendre un point de vue subjectif. Et puis en fait les dialogues du mec, ça me saoule, j'ai envie de voir que les dialogues de la nana. Et je me rends compte au fur et à mesure, j'ai ma mise en scène, et je teste, donc c'est que la nana qui nous parle, et c'est comme si on faisait un FPS, enfin un jeu vidéo, c'est comme si on jouait à Counter Strike, mais avec des nanas, en parlant une nana, c'est comme un Counter Strike de la drague. Mais bon, ça reste. Et tu l'as pécho cette nana?
Non, si j'ai chopé, mais bon, c'était C'est une autre histoire. c'était dur. J'ai mis 3 ans et demi à m'en remettre, alors que c'était vraiment. Bref, Amitié 3, qui était juste après. Ben après, c'était là, j'étais parti en Italie pour l'écrire et tout. Et là, je retrouvais un petit peu j'aimais changer de dessin, j'aimais bien changer d'outil à chaque fois parce que après 120 pages. On a besoin d'outils, mais mon dessin était toujours le même. Hein, ça restait, il évoluait un petit peu au fur et à mesure entre le réalisme et côté parfois un peu stylisé, mais bon, ça restait toujours le même dessin. Il y a des gens, et puis en même temps, je découvre aussi beaucoup la bande dessinée. Des mecs comme JP m'ont beaucoup influencé, même certaines BD de Blin. Bon, Blutch, j'en parle même pas, ça reste quand même pour moi une des plus grosses influences. Enfin, il m'a mis les plus grosses claques dans la bande dessinée. Et donc ça avance. Et ensuite, je fais Paulina. Et donc dans Paulina, là, tout d'un coup, c'est vraiment raconter une histoire. Et là, c'est dans ce bouquin-là, je pense que j'arrive le plus je découvre tout le potentiel de la bande dessinée. Vraiment ce potentiel où d'une case à l'autre, on peut faire naître l'univers et le détruire juste après. On peut raconter un moment, un silence, n'importe. Vraiment, il y a des choses. Dans le goût du clan, j'ai essayé de raconter. Je voulais avoir un côté un peu temporel en disant si je mets beaucoup de cases à la suite, le temps paraîtra allongé. En fait, non, ça marche pas vraiment comme ça en bande dessinée. En bande dessinée, il y a pas de son. Il y a pas de temps, mais si jamais il y a pas de texte, l'œil va très vite. Il y a vraiment quelques règles qui commencent à se poser, mais il y a quelque chose de magique dans la bande dessinée. C'est comme si à chaque case, on pouvait dire à la personne, regardez, c'est ça qui est important. C'est ce moment-là. Vous voyez, tout ce qui s'est passé dans la journée, tout ce qui s'est passé c'est ce moment-là qui est important. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans la bande dessinée. Et donc, pourquoi il y a 2 fois Paulina. Bon. Et donc j'ai commencé là on voit encore c'est toujours mon style de dessin à peu près. Là je commence à à utiliser une brosse un peu plus grosse parce que j'ai besoin de faire des gros aplaats. En fait la couleur ça m'intéresse plus, j'ai pas besoin de couleur donc je vais direct sur un gris et je commence à raconter une histoire. J'ai besoin d'avoir quelques codes, de me dire en fait quand le personnage danse il sera tout en blanc, puis les poils seront blanches et puis après quand ils feront des spectacles ça sera sur fond noir. Bref, je mets 2-3 codes, mais ce qui me plaît le plus, c'est de raconter l'histoire. Et là, je retrouve une bande dessinée que j'aime bien, parce que j'aime bien la bande dessinée, que ce soit un art populaire et un art, entre guillemets, bâtard, qui est une espèce de conjonction de plein d'arts différents. Et le fait que ce soit un art populaire, je pense que c'est vraiment une des très grandes forces de la bande dessinée, qui permet comment dire, très facilement d'avoir accès à plein de choses. Quand on regarde tout le catalogue de bande dessinée, c'est vraiment incroyable. Et je trouve que c'est vraiment la force de la bande dessinée, c'est d'avoir su rester populaire. Parce que même si à chaque fois on essaie de se battre en disant non, mais on veut reconnaître cet art, c'est important. C'est quand même chouette qu'il y ait autant de diversité dans la bande dessinée et ça marcherait pas si c'était pas un art populaire, je trouve. Donc voilà, par exemple, là, quand il y avait le spectacle, j'utilisais juste un noir pour différencier, parce que vu que dans Paulina, on va suivre, je sais pas, 30 ans de la vie d'une danseuse, il y a des sauts dans le temps hyper importants, et parfois j'ai besoin de situer que le lecteur situe très vite l'action en se disant tiens, si c'est sur fond noir, ça veut dire que c'est pendant un spectacle, si les personnages sont blancs, ça veut dire qu'ils dansent, et d'avoir certains codes. Et avec très peu de choses, hein, juste 3 couleurs, on peut raconter beaucoup de choses. Et ouais, c'est toujours Paulina, c'est toujours. Et là, par exemple, là, c'est le projet sur lequel je suis en ce moment. Et quand je parlais de bande dessinée populaire, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la bande dessinée, c'est le manga. Quand il est arrivé il y a 20 ans, on l'a vu arriver en France tranquillement, en disant c'est super chouette, ça raconte beaucoup de choses et tout, mais on n'a jamais vraiment eu l'intention de dire nous, on pourrait peut-être en faire aussi. Parce qu'on voyait les mangaka qui finissaient leur album, qui travaillaient comme des malades mentaux et qui voilà, la vie des mangaka fait pas forcément envie à aux gens de la bande dessinée en France. Mais surtout il y a une économie là-bas où tout le monde lit la bande dessinée, il y a pas ce côté où c'est pour les enfants, c'est pour les adultes. Et bref, dans le manga, il y a quelque chose de feuilletonnant, il y a une parution très rapide, c'est vraiment il y a beaucoup à manger, voilà, on a notre album, il y a 200 pages, on lit, on dévore, on suit nos aventures. Et bon, c'est eux qui ont instauré quand même une bande dessinée très cinématographique, je pense qu'il a vraiment beaucoup influencé
la bande dessinée d'aujourd'hui. Et moi, je voulais retrouver tout le format du manga, mais en gardant parce qu'on est français tous les trois, je le fais avec Mickaël Sanlaville et Balak. Et on est français, on va parler aussi de nos sujets. Il y a des sujets, par exemple, quand le manga arrive en France, il y a des gens qui faisaient du manga, mais ils recopiaient les codes graphiques, ils recopiaient même les codes culturels du manga. Ils allaient même à mettre des personnages qui avaient une certaine manière d'agir parce que c'était dans les mangas, c'est leur culture. Moi, le culturel japonais, je le connais pas, je sais pas du tout comment ça se passe là-bas. Je le parle avec ma vie. Donc en gros, ça parle de la relation mère-fils. Les adultes, par exemple, sont très vite écartés dans les mangas. C'est surtout des histoires de jeunes adolescents qui veulent devenir le meilleur des meilleurs, je sais pas. Et bref, il se passe beaucoup de choses, mais par exemple, les adultes sont très vite écartés dans le manga. On n'en parle pas trop. Il y a plein de choses. Il y a jamais de manga vraiment politique. Ça reste toujours. C'est très très codifié là-bas. Quand tu parlais de la bande dessinée qui commence à être vraiment codifiée en Europe, là-bas, c'est assez flippant. Chaque genre, chaque case a une signification. Donc c'est très compliqué, et donc nous on utilise avec juste le format qui me plaît énormément, qui nous plaît énormément, et nous, on le fait avec nos personnages, nos mots, ce qui nous a plu quand on était gosse, ce qui nous plaît aujourd'hui, et donc voilà. Je sais pas pourquoi c'est dans cet ordre-là, mais par exemple ça c'était, mais ça c'est pas grave, ça c'était la deuxième BD qu'on avait fait avec Mickaël Sanlaville, avec qui je travaille aujourd'hui, qui s'appelait Hollywoodian, et qui était un peu une sorte de Calvin et Hobbes, et de Bill Watterson d'ailleurs, qui est nominé pour les grands prix à Angoulême, qui aussi m'a beaucoup inspiré, parce que je sais pas si vous connaissez l'œuvre de Calvin et Hobbes, mais très vite il a mis en place quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est une BD très populaire, ça serait ça tout le monde, c'est sur un petit gamin qui a un tigre en peluche, et dans sa tête le tigre il vit. Et il s'imagine qu'il est toujours avec son tigre, et en fait de ce principe-là, il a raconté tout ce qu'il avait envie de raconter. En fait, il y a aucun moment où on sent qu'il a une limite dans Bill Watterson quand il raconte ses strips, et donc il raconte tout ce qu'il a envie de raconter, et dans la bande dessinée, on peut vraiment faire ça. Moi, je me souviens en ce moment, il y a pas mal c'est la grande mode, tous les producteurs de cinéma viennent voir des gens qui font de la BD en disant viens, fais de la réalisation, tu sais raconter des histoires, viens faire la réalisation, alors que c'est deux métiers qui sont complètement différents. Et il y a un mot qu'on entend dans le cinéma, et en fait, je me suis rendu compte que pendant 6 ans, j'ai jamais entendu. Et j'ai dit, mais jamais de ma vie, je ferai du cinéma. On peut pas, en fait. Tu dis un truc, tu dis, ouais, mais là, il faudrait qu'il se passe ça, et ça, il fait, ah ouais, mais alors ça, c'est compliqué, on peut pas vraiment, déjà faire jouer des gamins, c'est compliqué. Et en fait, tu te rends compte que on peut pas. Parce qu'en fait, le cinéma utilise la réalité. Dans mon dessiné, j'utilise pas réalité, j'ai pas Marina Foïs, c'est pas Marina Foïs qui joue Paulina, et c'est Paulina, c'est la vraie Paulina, et elle existe pour de vrai. Et quand les gens nous en parlent en dédicace, c'est par nos personnages, ils existent dans leur tête, ils existent aussi pour de vrai. Et ça, c'est vraiment magique. Dans mon dessiné, on donne naissance à un monde, à un univers qui devient réel dans la tête des gens, mais on n'utilise jamais la réalité comme support. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Là, par exemple, c'est l'un des derniers trucs que j'ai fait. C'est quand même une des techniques sur lesquelles je m'arrête le plus. Juste le noir, blanc, gris. C'est une BD que j'ai fait pour Papier, qui était une revue de bande dessinée que Lewis Trondheim a sorti cette année ou l'année dernière. Et donc c'est une histoire avec des survivants qui parlent, et les animaux ont repris un peu le dessus. Mais bref, on s'aperçoit juste avec du noir autour, on arrive très bien à situer l'espace, et en fait avec juste ce peu de technique-là, vraiment on peut tout raconter, c'est quand même assez agréable. Et là ici, c'était aussi une BD. Par exemple, je venais de sortir j'avais fini Paulina, et les requins marteaux m'avaient proposé de faire une BD porno, et ça c'était mon rêve depuis gamin, c'était de faire une BD porno, parce que j'ai découvert toute la sexualité avec les bandes dessinées et tout ça, et même quand j'étais ado, j'étais comme un fou là-dessus, et on m'a dit vas-y, fais une BD porno. Et c'est quand même difficile de dire tu vas faire une BD qui va exciter ou faire rigoler les gens avec du dessin, c'est pas forcément évident, et en fait on peut se rendre compte qu'avec juste un peu un trait, même si le trait il est pas forcément excitant, c'est même pas réaliste, on va pas faire ça peut pas être comme du porno comme on voit aujourd'hui sur internet, mais simplement en racontant cette petite histoire avec des petites images, on peut arriver à créer toute une ambiance et à
pouvoir raconter autant des trucs porno que de la science-fiction, que tous les genres. Et ça, c'est quand même assez agréable. Et là, par exemple, c'était une image dans Amitié étroite où c'est des flashbacks. Et là, on avait décidé de le traiter entièrement en couleur. J'avais fait les couleurs avec Romain Tristram. Et on avait travaillé tous les deux juste sur la couleur. Et là, on a carrément un rendu... il y a plus de traits, c'est tout flou. Et on raconte un flashback sans dire à un moment donné dans un écart. Et ça, c'est quand même un des trucs qui était... quand on parlait des codes de la bande dessinée, sans dire genre 10 ans plus tôt. Tout de suite, en fait, dans l'histoire, si c'est bien amené, on va tout de suite comprendre que c'est un flashback parce que les gens, aujourd'hui, ont comme une culture de la BD. Beaucoup de gens lisent de la BD et arrivent je sais pas, il y a 50 ans, ça aurait peut-être été plus difficile. Mais aujourd'hui, je pense que les gens ont quand même une bonne culture de la bande dessinée et avec même toutes les images qu'on voit, ils arrivent à comprendre la bande dessinée, bref. Et donc là, ça c'est aussi un des bouquins sur lesquels j'ai travaillé avec Rupert et Mulot, c'est les auteurs de l'association. Et on avait fait une BD tous les trois sur des cambrioleuses en mode cat size qui volaient des tableaux. Et c'était assez chouette parce que c'était la première fois où je retravaillais vraiment en atelier, parce que j'ai travaillé avec eux, on était 3 sur l'album. J'ai dessiné les nanas, même on était 4 avec Isabelle Merlet aux couleurs. J'ai dessiné les nanas, ils ont dessiné des décors, on a fait des personnages secondaires, on a écrit à 3, on a fait le storyboard à 3. Et il y a quand même un truc que je trouve hyper important aujourd'hui, c'est de travailler en atelier et de travailler à plusieurs sur les BD. La BD a trop longtemps, aujourd'hui, était une espèce de médium d'auteur seul. On a toujours cette image de l'auteur seul dans la bande dessinée. Mais en fait, c'est génial parce que quand on travaille à 3, on va 3 fois plus vite. On peut raconter... Non, mais c'est bête. Mais on va 3 fois plus vite. On perd pas notre énergie parce qu'il y a quand même quelque chose qui est embêtant dans la bande dessinée, c'est quand au bout d'1 an et demi on est toujours sur le même album, c'est dur, ça peut être vraiment dur, ça peut être éprouvant. Et en fait, on a cette magie et quand on est à 3, il y a un dialogue aussi qui se crée où il y a quelqu'un qui va rajouter une idée dedans et on va nourrir un projet. Et parfois, j'ai toujours peur un peu dans la bande dessinée, c'est toujours un peu des œuvres isolées et soit c'est oh mon Dieu grand génie ou soit ça passe inaperçu. Et le fait de travailler à 3, ça amène aussi, ça fait énormément progresser, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, dans la manière de travailler. Et je sais que plus ça avance, et moins j'ai envie de faire de la BD tout seul, et plus ça avance, j'ai envie de faire vraiment des albums avec des gens et nourrir comme ça tous ces trucs. Bon bref, ça c'était une illustration pour le salon de Montreuil où on avait dessiné tous les héros de notre enfance et je pense que vraiment sans ça, sans tous ces héros populaires, sans toutes ces images que j'ai bouffées quand j'étais gamin, je serais pas autant à fond sur la bande dessinée aujourd'hui. Et donc voilà. Ouais, après, je sais plus s'il y a encore grand chose. Après, sûrement des images, mais bon, voilà, c'était fini. Voilà, maintenant qu'on a un peu vu le travail de chacun et l'histoire de Topfer, j'aimerais qu'on revienne un peu au prix et savoir pour vous, alors ça, qui veut répondre, chacun son tour, qu'est-ce que ça représentait pour vous d'avoir ce prix Topfer, effectivement, dans votre histoire? Moi, je venais de sortir mon 3e livre et c'était un livre très important pour moi puisque j'avais pris beaucoup de risques en parlant de choses très personnelles et les 2 premiers livres qui avaient été publiés chez Frémoc étaient restés dans une très grande confidentialité et donc le fait de recevoir un prix, c'était tout d'abord absolument tout à fait inattendu pour moi, quelque chose que je comptais pas du tout avoir un jour, et j'ai toujours pensé en travaillant que si j'avais déjà quelques lecteurs, un tout petit peu de lecteurs, mais des bons lecteurs et qui peuvent rentrer qui peuvent comprendre pourquoi je travaille comme ça, j'étais déjà contente. Et le fait de recevoir un prix, c'est un moment, ça m'a permis moi personnellement d'aller chercher encore plus loin, d'essayer de pouvoir toucher je vais pas dire vraiment un public plus large parce que j'ai jamais vraiment visé en faisant mon travail. J'ai pas visé toucher un grand auditoria, je sais pas, non, lectorat. Ouais, c'est beaucoup mieux. Un grand lectorat. Et néanmoins, le fait de recevoir un prix, ça
enfin, je sais pas, moi, ça m'a beaucoup rassurée sur ce que je faisais. Et du coup, après, je me suis sentie encore plus libre de pouvoir continuer dans ce sens très expérimental. Voilà, moi, c'est ça que ça m'a... Et puis, par ailleurs aussi, le fait que c'est quand même un prix qui était, pour moi, énorme à l'époque en argent. Ça représentait un truc qui me paraissait super loto. Et c'est vrai qu'à l'époque... mon travail en dessin, même si c'était absolument ça que je voulais faire comme activité quotidienne, je ne voyais aucune relation entre le travail et l'argent. Et donc c'était la première fois que je pouvais connecter ça à quelque chose enfin, oui, qui peut recevoir de l'argent. Donc c'était incroyable. Pour moi, c'était été incroyable. Évidemment, c'était le premier, donc Et c'est d'ailleurs assez unique dans les prix en bande dessinée. Je crois que c'est le seul. C'est le seul prix de. Ouais, je crois que c'est le seul prix qui est rémunéré. Un truc, français parce que au Japon il y a de l'argent. Enfin, en Corée ils donnent toujours de l'argent machin. Juste en France, je sais pas. En France ils te filent un nounours. Un nounours, un masque de Dark Vador. Mais une reconnaissance éternelle peut-être. Ouais, c'est vrai. Ça c'est quand même important. Bon, et après, il faut quand même dire que ça a des conséquences également sur les ventes des livres. Moi, j'ai juste vu le truc, c'est quand j'ai reçu le prix, c'est mon tout premier prix, celui-là. C'est vraiment le tout premier prix, c'est la première fois que je recevais un prix. Et tout d'un coup, j'étais super content parce que, comme tout le monde recevrait un prix, enfin, on est toujours content quand ton papa il dit c'est bien ce que t'as fait. Et en gros, le truc, tout de suite, ça m'a ouvert avec l'éditoriat en fait. J'avais toujours un rapport, j'étais avec mon éditeur, mais tout d'un coup t'avais ce prix-là, et en fait tu pouvais, ça m'a donné une assurance de proposer d'autres projets et d'avoir une assurance. Et au fur et à mesure, je veux dire, sans un prix comme celui-là ou même les prix Angoulême ou des choses comme ça, tu peux pas faire une BD porno chez les requins marteaux, j'en sais rien. Enfin, c'est très compliqué de passer de l'un à l'autre. Je pense que je sais pas comment dire. David Lynch, il fait ses films parce que il a réussi à avoir une certaine renommée. Il avait commencé de manière très classique et puis il a eu des prix, des choses comme ça, ce qui fait que maintenant, les gens, il fait son film. Il aurait pas toute cette renommée avant. 500 personnes seraient allées le voir. Peut-être que 500 personnes auraient aimé, mais là, il y a beaucoup plus de gens qui vont le voir et donc. Moi, vraiment, à chaque fois, ce prix-là, ça m'a permis de me dire, ça c'est cool, je peux aller plus loin et proposer encore d'autres choses. Oui, c'est une forme de caution. Ouais. Et d'une façon aussi un peu plus basique et simple, ça fait aussi vivre un peu plus longtemps un livre. C'est-à-dire que faut savoir qu'en librairie, un livre, il fait 3 semaines en tête de rayon et puis après, il disparaît très vite dans les tréfonds de la librairie. Et ces prix permettent de faire ressortir ce livre qui va être de nouveau mis en avant dans une librairie et il va avoir une petite vie en vitrine, encore pour un petit rap de temps en vitrine. Et ça, c'est assez important aussi. Ça dépend aussi de l'effort qui est fait par l'éditeur, mais aussi peut-être par ceux qui décernent le prix pour le mettre en valeur. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de prix n'ont pas d'impact du tout, et le prix Töpffer réussit à avoir un impact parce qu'il est accompagné d'expos, de publications, de choses comme ça. S'il y a des petits festivals qui veulent faire plaisir à tout le monde, qui décernent 10 prix, puis il y a à peine de médiatisation, finalement c'est plus le festival qui se fait plaisir, il n'aide pas réellement l'auteur, il donne pas d'argent, il donne soi-disant un objet souvent affreux dont on sait pas quoi faire, et c'est vrai, enfin on sait pas où le mettre, et finalement l'album n'en bénéficie pas, donc je crois qu'il faut aussi que les prix soient accompagnés. C'est très bien de donner de l'argent aux auteurs, c'est vraiment une chose très importante aujourd'hui parce qu'il y a une précarisation de beaucoup d'auteurs de BD par rapport à l'époque où moi j'ai démarré, où il y avait les revues, on était payé quand les pages paraissaient dans les revues, etc. Ça se passait mieux, il y avait moins d'albums, mais je pense qu'un prix c'est aussi un travail de promotion qui est fait autour du prix, pour faire savoir qu'on l'a donné, que c'est important, qu'on y a cru. Et j'ai été frappé dans l'expérience que j'ai eue cette année pour le jury, que les albums étaient lus, qu'ils étaient vraiment discutés, et que quand on a donné le prix à l'auteur genevois et le prix international, c'était des albums qu'on était tous prêts à défendre. On avait peut-être chacun nos goûts au départ, mais à l'arrivée, finalement, entre la présélection et la discussion, je pense qu'il n'y avait aucun membre du jury qui avait un regret et qu'on était tous derrière ces albums et prêts à dire voilà, on a fait un choix qui n'est pas un choix opportuniste, qui n'est pas un choix d'ailleurs lié à l'éditeur.
C'était vraiment des choix, même pas d'ailleurs sur l'auteur, mais sur ces objets-là. Cet album-là de l'auteur, est-ce que c'est un album pertinent cette année? Que ce soit un album de style indépendant, il y avait des albums très très avant-gardistes, ou un album beaucoup plus traditionnel, c'était pas non plus le problème. C'était juste prendre une œuvre, et je pense que là, les trois auteurs qui sont autour de cette table montrent bien, c'est des tendances très différentes. Il n'y a pas une ligne qui serait soit la ligne arty indé ou la ligne grand public classique. C'est juste la ligne de la conviction sur un travail abouti, intéressant, qui peut toucher un public. Voilà, oui. Est-ce que les gens ont des questions? Quelques questions. Pour commencer, une question un peu directe, puisqu'on est au Centre culturel suisse. Une petite question par rapport à la Suisse et à la BD. Est-ce que, je me demandais là, parce qu'on parlait tout le temps de BD, on est entièrement dans un monde francophone, dans cette soirée, cette discussion. Est-ce que il y a des rapports entre les deux régions suisses, la partie germanique et latine? Est-ce que ça traverse? Est-ce qu'il y a des échanges? Bon, alors, faut dire que nous, en Suisse romande, on a une culture de la bande dessinée franco-belge, vraiment classique, qu'il n'y a pas du tout en Suisse allemande, parce qu'ils n'ont pas du tout cette culture-là. Je sais pas très bien pourquoi, quelles sont les raisons. C'est peut-être des raisons de traduction, de manque de traduction ou de truc de langue, ouais. Et c'est pareil pour la Suisse italienne, qui a plutôt une tradition de bande dessinée de gare, là, que j'évoquais avant, un peu super-héros, un peu, voilà. Donc non, il y a bon, maintenant de plus en plus grâce à la bande dessinée un peu indépendante et expérimentale, alors il y a des passerelles, on trouve des auteurs autrichiens, allemands, suisses-allemands. Mais la culture est très différente, c'est une culture plus art contemporain qui gravite plutôt dans un univers d'art contemporain que plutôt dans un univers entre guillemets plus commercial franco-belge comme ça. C'est la même chose alors du point de vue carrément français et allemand. Tu veux dire ces barrières existent français et allemand entre la France et l'Allemagne, par exemple. Là, j'étais en Suisse. En gros, dans la BD européenne, la France est quand même à un moment donné, je crois que Benoît Mouchard disait si jamais un jour on arrête de lire de la BD en France. C'est fini quoi. Le marché il peut plus. En gros, la France c'est le pays où on fait vivre la bande dessinée. Sinon, on a c'est Astérix. C'est le succès énorme d'Astérix équivalent au succès français. Et puis pas mal de traductions de manga. Voilà, sinon, on reste comics. chez les dessinateurs, sont plutôt espagnols, italiens. Mais ensuite, par exemple, c'est assez drôle de voir que en Angleterre, il y a pratiquement aucun auteur de BD. Il y a Jamie Hewlett ou quelques-uns, mais vraiment il y a pratiquement pas. Et mais moi oui. Oui, mais il est plutôt tourné vers le marché nord-américain. Je sais pas. En fait, en Angleterre, oui, mais en fait, quand je dis qu'il y en a très peu, c'est qu'ils sont vraiment. Il y a pas une, comment dire, il y en a pas autant qu'en Italie ou en Espagne et en Allemagne. C'est encore un peu dur, mais là, depuis quelques années, ça bouge vachement. Oui, il y a beaucoup d'éditeurs. Mais ils n'ont ouais. pas du tout une culture Non. de la bande dessinée. Et Non. d'ailleurs, là, pour l'instant, ils sont en train de créer une commission de bande dessinée. Ils sont en train d'essayer, et c'est très très compliqué parce que le peu d'auteurs classiques qu'ils ont sont complètement furieux que cette commission se mette en place en disant que s'ils veulent faire de la BD, il n'y a pas besoin d'avoir des aides, on doit s'en tirer par nous-mêmes, etc. Et ils comprennent pas du tout le rapport à la bande dessinée de création. Et effectivement, je rejoins ce que Vazen disait, c'est que ceux qui font de la bande dessinée aujourd'hui font de la bande dessinée qui est très très nourrie par l'art contemporain et les problématiques de l'art contemporain. Mais on a eu quand même une tradition assez tôt d'un marché de masse dans le monde franco-belge, avec des revues qui fonctionnaient très bien pour les enfants, qui ont créé des revues pour les ados, puis qui ont créé des revues pour les adultes, une scène qui a éclaté, les indés qui sont arrivés. Tout ça se faisait sur un marché qui était construit.
Au début, on avait les revues, puis on avait les livres, puis on avait un réseau de librairies, et on avait un public qui finalement avait grandi avec la BD, qui était passé de Tintin à Black et Mortimer, de Black et Mortimer à Tardy, et puis qui a continué après, qui a découvert les choses au fur et à mesure. Et donc les jeunes générations, ils avaient des parents qui avaient déjà des BD chez eux, etc. Et la masse critique du marché fait aussi que beaucoup d'auteurs ont pu vivre, que des écoles se sont développées. Il y a des pays où c'est pas le cas, donc il n'existe quasiment que de la traduction et une scène indépendante. Et c'était le cas en Scandinavie aussi, par exemple. Ils traduisaient beaucoup, puis c'était directement une scène alternative. Et cette scène alternative, à un moment, je pense que les jeunes auteurs se demandent aussi ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que peut-être jusqu'à 30-35 ans, ils le font avec plaisir, par groupe, ils s'autopublient. Et puis, si ça bouge pas, si la situation est vraiment stationnaire, je pense qu'à un moment il y a du découragement aussi, ou bien alors les gens trouvent une autre expression, certains partent vers le dessin animé ou vers les expos. En Finlande, ça marche hyper bien la bande dessinée. Voilà, maintenant. ce que je veux dire, mais en Finlande aussi, ils ont un festival. Alors que par exemple, il y a des villes, des pays, par exemple, si tu en Italie, t'as Lucca, t'as quelques festivals, de gros festivals de BD, en Espagne aussi, mais en Angleterre, j'en connais pas. En Alémanie, il y a Fumetto, par exemple, oui, voilà. qui est un festival. Il y a un éditeur qui s'appelle David Basler, des éditions modernes, qui fait beaucoup de productions et qui traduit aussi. Par exemple, on parle de Thomas Hoth, qui est un dessinateur suisse, qui est simultanément donc produit aux États-Unis, en France et en Suisse. Pour la version allemande, bon, c'est souvent sans texte, donc c'est un peu plus facile, on est d'accord. Mais indépendamment de ça, je veux dire effectivement, quand on discute avec des gens, moi j'y suis allé par exemple à une table ronde à la Kunsthalle justement de Zurich, parce qu'il y a toujours ce rapport effectivement qui est très proche. Ils prennent plus la bande dessinée comme mode d'expression en soi, avec les éventuelles passerelles qu'il peut y avoir, par exemple dans l'art contemporain, où on trouve assez facilement des fanzines. Ou des gens comme Petit Bon, enfin qui sont pas très éloignés de cette forme d'expression, mais il y a quand même, faut le reconnaître, ce festival de Lucerne qui lui va puiser justement dans tout ce qui est la nouvelle bande dessinée, mais alors là d'une manière purement internationale. Donc il y a effectivement, oui, on a vite fait le tour des dessinateurs. Il y a Anna Sommer, Noyau qui est déjà un transfuge roman à Zurich. Il y a Thomas Hoth, et puis il y en a peut-être 5. Il y a Gentinetta. Enfin, je ne veux pas tous vous les citer, mais il y en a pas 10. Je veux dire, alors qu'avant. Quand on a eu la création du prix de la ville de Genève, donc des prix Topfer, moi je m'étais occupé pour l'Office fédéral de la culture des nouvelles émergences de la bande dessinée suisse. À ce moment-là, c'était plus à Zurich que ça se passait. Mais ça s'est éteint un petit peu et c'est plutôt... alors maintenant, Genève, justement, du fait des prix et puis des écoles qui ont commencé à faire ça, même s'il y a une école de bande dessinée à Lucerne, il n'y a pas le suivi institutionnel qu'on a chez nous. Donc, qui fait qu'il y a une vraie scène. D'où l'importance des prix. C'est vrai que les prix comme les bourses qui sont données aux auteurs ou aux éditeurs jouent un rôle très très important justement dans la recherche artistique du médium, quoi. De tous les médiums d'art, mais c'est vrai que dans tous les pays où il y a des bourses et des aides diverses, on voit quand même se maintenir des mouvements d'éditeurs et d'auteurs qui sont de vrais chercheurs, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est relativement récent dans le monde de la bande dessinée, parce que c'est un marché qui fonctionnait assez bien, et finalement qui était plutôt un marché de masse. Parce que dans les revues, par exemple, même un auteur qui était moins connu, il était payé à peu près comme ses collègues, donc il arrivait à s'en sortir pendant des années. Récemment, on a vu arriver un tout autre type de bande dessinée. C'est vrai qu'il y a des auteurs mainstream qui sont mécontents de voir ces aides. Mais en fait, c'est aussi absurde que de refuser les aides pour le cinéma ou pour le théâtre. Il est absolument indispensable que des tendances émergentes ou la science. C'est indispensable qu'il y ait ce type de choses. Sinon, on condamne la bande dessinée à n'être qu'un genre et pas une forme à part entière. Donc voilà, ça n'empêche pas que des séries grand public continuent à vivre. Ça ne les dérange pas. Dans tous les modes d'expression. Et en plus, toute cette innovation qu'il y a eu depuis, je sais pas, peut-être 50 ans maintenant dans la bande dessinée, parce que c'est quand même assez ancien. Tous les mouvements, on parlait de Crépax avant la séance, enfin, je veux dire, il y a eu beaucoup de choses. Les premiers Mobius et tout ça, c'est il y a assez longtemps.
ça a peu à peu transformé le style de la bande dessinée populaire. Parce que un style graphique comme celui que vous avez dans Last Man, il y a 20 ans, les lecteurs n'auraient même pas pu le comprendre. Ils auraient l'impression que ce dessin n'était pas lisible. Et petit à petit, on s'aperçoit que le lecteur, à travers le manga, à travers les comics, Frank Miller, etc., arrive à lire des styles qui ont repris beaucoup d'éléments avant-gardistes. Ouais, mais la BD, c'est ultra jeune et on se rend pas compte à quel point les gens qui lisent de la BD doivent... Enfin, c'est du machin. Je suis vraiment... hyper surpris quand je vois des gamins qui peuvent lire toute n'importe quelle BD. Parce que tout d'un coup, alors que il y a des adultes, c'est impossible, ils peuvent pas la lire la BD. Moi, ma mère, je veux pas un manga, quoi. C'est impossible, elle peut pas le lire. Elle trouve ça horrible. Alors que non, enfin maintenant, un gamin aujourd'hui, ceux qui ont grandi avec des mangas, trouvent ça super joli. Ils peuvent même dire. C'est la un même manga. chose avec la musique. C'est Quand le rock est l'éducation, apparu, oh là là, mon Dieu, c'est complètement dissonant. C'est plus de la musique. Ouais. Enfin bon, bref, on connaît. Mais après, la bande dessinée, je trouve que c'est vraiment quand même très 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 jeune comme média. Mais il y a encore tellement à faire. C'est passionnant. Vous êtes dans des tirages de quel ordre? Ah, les tirages ça dépend. Moi, ça dépend pour les bouquins. Je sais que là, par exemple, juste puis après, c'est le tirage, ça veut pas dire grand-chose, mais par exemple, là, pour le Last Man, ils l'ont tiré à 30 000. Mais après, c'est pas forcément. Je crois que je sais pas, le Titeuf, c'est 1 million, et puis t'as des bandes dessinées qui sont tirées à 500. Je sais pas. Il y a pas vraiment. C'est pas forcément sur le tirage. Sur les premiers tirages, c'est 3000. Ouais, ça dépend. 8000. Yes. Mais il y a d'autres choses aussi. Il y a des rééditions, il y a des traductions, il y a des adaptations. Enfin, je veux dire, on voit quand même aujourd'hui une BD indépendante comme Le bleu est une couleur chaude qui devient le film de Keshish. Bon, voilà. Donc, c'est aussi des choses. Enfin, c'est pas juste le tirage qui compte. C'est peut-être la manière dont la BD aujourd'hui a pu innerver d'autres domaines. Ce qui est drôle, par exemple, c'est que le goût du chlore. Quand tout le monde en a fait il a eu un prix, il a eu plein de trucs et tout, et tout le monde en a entendu parler dans la bande dessinée, les gens mais en fait le goût du chlore, je crois que j'en ai vendu, j'ai dû en vendre 18 000, quelque chose comme ça. Mais c'est rien comparé à des BD qui cartonnent, de personne n'entend parler, mais parce que il faut se dire c'est vraiment relatif, quoi. C'est en fait c'est très comment dire. C'est très bizarre, enfin c'est très drôle parce que le goût du clan, on en a beaucoup parlé dans les médias. Alors qu'en fait, en fin de compte, il n'y en a pas forcément beaucoup qui ont été vendus, mais c'est vraiment top parce que c'est la bande dessinée qui. Il y a des BD, un Blutch, ça se vend à 5000 exemplaires. Voilà. Mais par contre, on va en parler parce que c'est quand même dans la BD, ils font avancer le genre et c'est important. Il n'y a pas qu'une histoire je pense, qu'il n'y a vraiment pas une histoire qu'une histoire de tirage ou de masse machin. Il y a vraiment dans la bande dessinée, il y a beaucoup, il y a du. Ouais, c'est populaire. Cinéma, hein, par exemple, il va y avoir des films d'auteurs qui sont dont tout le monde va parler, mais il n'y aura pas de public, alors que tu as n'importe quoi, un gros machin, et puis blockbuster, comme on dit, et puis tout le monde va le voir, même si on n'en parle pas, quoi. Des questions dans la salle? Oui, alors bonsoir. J'avais une question pour Bastien Vives. On parlait justement du rapport à l'animation, l'histoire, etc. Bon, alors là, la question c'est Last Man. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une histoire d'adaptation en animé. Et qu'est-ce qui se passe en fait Non, mais c'est juste que là, en fait, c'est comme je disais, là, tous les producteurs, ils sont comme des fous sur la bande dessinée. Ils mettent tout au cinéma et tout. Et là, France Télé, vu que là, France 4 essaie de se repositionner, et ils ont annoncé qu'ils allaient faire 14 adaptations en dessin animé de bande dessinée. Et c'est énorme. Et je pense pas qu'ils feront les 14, c'est pas possible. Mais en gros, ils ont annoncé, et donc nous, on était dans la liste parce qu'on commençait un peu à travailler avec eux, mais pour l'instant, rien n'est vraiment avancé et tout. Mais ils vont autant adapter Last Man, qui est une espèce de comme manga d'aventure et tout, mais autant ils vont essayer d'adapter aussi Anouk Ricard. Ils vont essayer d'adapter Coucou Bouzon d'Anouk Ricard. Donc c'est quand même rigolo, et je trouve ça vraiment chouette de dire que Coucou Bouzon pourrait être d'Anouk Ricard va être en dessin animé. Et faut voir, ce qui est assez drôle, c'est aujourd'hui c'est un art qui était quand même assez dénigré à la bande dessinée, et que là tout le monde est en train d'aller dedans. Enfin, tu vois, tout le monde Walking Dead, voilà, c'était de la bande dessinée, et ils sont tous en train de regarder. Mais bon, les gens n'ont aucune culture en BD, et ils vont chercher tout un peu comme ça, n'importe quoi. Mais là, c'est quand même
moi je dis c'est plutôt chouette. Moi je m'occuperai pas de grand chose dedans. Enfin, on a juste dit bah nous on veut que ce soit tel réal, tel machin. Donc ça on a déjà les gens avec qui on va bosser. Il y aura des gens qui seront là aussi pour le scénar. Et on va pas faire juste une adaptation de la BD, on va raconter quelque chose d'autre, mais dans l'univers de la semaine. Mais en tout cas c'est entre guillemets c'est plutôt chouette parce que ça s'ouvre beaucoup. Faut quand même rappeler que si les mangas ont pu avoir cette place en France, deuxième marché du manga au monde, c'est à travers l'animé. S'il n'y avait pas eu le déferlement de dessins animés à la télévision, je pense que peu de séries se seraient imposées et qu'aujourd'hui, si le manga peine un peu à imposer de nouvelles séries, c'est aussi parce qu'il a moins cette place-là, quoi. Il y a un truc, c'est que les Japonais, le cross-média, il n'y a aucun problème. Eux, ils ont compris, ils font une BD, il y a des jouets, il y a des animés, il y a de la musique, il y a tout ce que vous voulez, il y a des films. Nous, on a toujours eu du mal, et même, on peut dire, les seuls qui ont réussi, bon, Astérix, on va dire, parce qu'ils ont réussi quand même faire un parc d'attractions. Mais Astérix, ils auraient pu faire 1 milliard de fois plus de trucs, je pense. Et ça reste vraiment l'exception, c'est le truc français. Il y a eu les Schtroumpfs aussi, je crois que les Schtroumpfs aussi, vraiment les Schtroumpfs. Mais voilà, mais ça reste des vieilles licences. Mais on n'a jamais su faire ce truc-là. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez de Ankama? Parce qu'Ankama, justement, eux, ils pensent. Ankama à la base c'est du jeu vidéo, Ankama à la base c'est du jeu vidéo, c'est pas de la BD. Donc eux ils arrivent avec un jeu vidéo et après ils se sont dit bon bah on a notre planche à billets parce que ils ont je sais pas combien de millions qui tombent tous les mois. Et puis bon bah ils disent on va faire des mangas. Mais alors ils disent mais moi je serais à la place d'Ankama putain. Et en gros les mecs non mais c'est ça, ils ont une planche à billets, ils disent bon on va faire du manga, ils demandent à 2 mecs de faire ça. Et donc bah les 2 gars ils font bah ok, donc ils font leur petit manga Dofus, voilà, et il y a aucun suivi, y a machin, et ils font leur petit manga et bon c'est Ankama, ils ont quand même des super séries, mais après ils sont allés chercher, ils ont Freak Squid, bien sûr, mais ils sont allés chercher, après il y a d'autres gens, il y a Run qui est arrivé avec les Mutafukas et tous ces trucs là. OK, mais leur licence Dofus de jeux vidéo machin, enfin ce qu'ils avaient fait Wakfu et tout, et qui ont fait des séries animées Wakfu, moi je trouve ça très très laid parce que c'est dommage, c'est pas maîtrisé, il y a pas une vraie Wakfu en fait. En gros, si t'es pas un gamin, t'as 12 ans et que c'est vraiment pas intéressant. Un adulte, personne va regarder Wakfu parce que c'est pas intéressant pour un adulte, alors que je sais pas, un Pixar, tout le monde va regarder un Pixar, même les Pokémon, les gamins ils jouent, au bout d'un moment les parents ils commencent à regarder un peu puis ils peuvent différencier. Je serais vraiment curieux de savoir un parent qui connaît les personnages de Wakfu, des choses comme ça. Mais vraiment Ankama, ils ont réussi à faire quelque chose, je t'en vois encore, mais ils auraient pu faire beaucoup mieux, vraiment créer quelque chose. Et je pense qu'Ankama, si le jeu vidéo, au bout d'un moment, les gens vont arrêter de jouer aux jeux vidéo, ça sera mort. Mais je trouve ça, c'est trop à court terme, et c'est vraiment dommage. Mais ils sont partis dans l'autre sens, c'est-à-dire on n'a pas la culture d'un cross-média complet qui voudrait faire les différentes choses simultanément. On a plutôt des éditeurs papier qui essayent d'aller vers des développements et qui sont des développements souvent trop coûteux pour eux et pour les possibilités des chaînes françaises. C'est un peu ça la limite qu'on a en France. C'est très dur en France. C'est très très dur. Nous, on a quand on parle de trucs sur France Télé et tout ça machin, mais je pense que si on a un épisode sur France Télé, c'est un miracle vraiment. Et je pense que c'est très dur le cross-média en France. C'est vraiment, je vois pas, c'est trop compliqué. Si on veut faire ça, il faut travailler avec des gens qui savent le faire depuis longtemps et en Asie ou voire même aux États-Unis, mais en France c'est vraiment très difficile aujourd'hui, je trouve. Vous avez plusieurs fois évoqué l'art contemporain, les passerelles avec l'art contemporain. Comment est-ce que l'art contemporain reçoit la bande dessinée, surtout dans le cas de Dominique Goblet, par exemple, qui a choisi un peu son camp, enfin, à un moment qui choisit, enfin, de dire qu'elle fait de la bande dessinée, qui choisit un éditeur qui publie la bande dessinée. Comment est-ce que les gens de l'art contemporain reçoivent la bande dessinée? Est-ce qu'on peut aussi demander aux 2 animateurs, aux 2 directeurs de la maison, d'ailleurs? Moi, je crois que ça reste encore très cloisonné et il y a peu d'invitations vers des lieux d'art contemporain de type musée. Néanmoins, les choses quand même commencent à bouger aussi. Mais alors, on citait Petit Bond tout à l'heure, mais c'est plutôt ça reste quand même aux mains de plasticiens qui chipotent avec des images qui sont prises dans voilà. bande dessinée.
Mais excuse-moi, mais il faut juste dire quand même qu'il y a pas mal d'expositions. Par exemple, au musée d'art contemporain de Lyon, ils avaient fait une grosse exposition avec Chris Ware, Francis Mas, Jost Zwart. Il y a eu quand même au MoMA à New York. Ça reste quand même encore assez rare. Crumb. Mouse, par exemple, qui est quelque chose qui est une bande dessinée qui transcende un petit peu tout ça parce que cette année à Venise, il y avait. Mais je veux dire, il y a effectivement le vrai rapport, si tu veux, comme ça, où il y aurait des passerelles, se font par des gens qui travaillent sur les fanzines, par exemple. On trouve maintenant cette nouvelle vague dans la bande dans l'art contemporain qui puise dans les fanzines, mais qui réinterprète d'une autre manière la bande dessinée. Et en plus, malgré tous les efforts que fait la bande dessinée pour sortir de son carcan populaire, bien que ce soit bien qu'elle le reste de temps en temps, et tous les efforts qu'elle fait pour devenir expérimentale et intéressante, le monde de l'art contemporain a quand même un regard assez critique et enfantin sur la bande dessinée. Donc en fait, il y a aussi moi j'ai travaillé pendant une année à la Cité des Arts à Paris. Et malgré le fait que j'étais en train de faire une bande dessinée assez expérimentale, chaque fois que je proposais de discuter avec mes petits camarades dans la cour ou mes petits voisins de la Cité des Arts et que je disais que je faisais de la bande dessinée, ça fermait un peu la conversation. Et j'avais vraiment l'impression d'être un petit canard noir. Donc il y a aussi quand même ce côté où l'art contemporain ne va pas forcément facilement chercher à comprendre ce qui est en train de se passer dans ce médium-là. Il faut reconnaître que la bande dessinée, les auteurs de bande dessinée, font pas toujours preuve de beaucoup plus de compréhension de l'art contemporain. Il y a parfois une fermeture dans les deux sens. Et il y a aujourd'hui, dans le monde des ventes d'originaux, etc., quand même aussi beaucoup de kitsch, qui quelquefois investit des galeries qui avaient été désertées ou déconstruites ou retravaillées par des plasticiens, et où les gens arrivent en disant je fais une belle couverture peinte à l'huile, c'est de l'art. Et parfois c'est un peu pathétique aussi, quoi. Donc il faut bien dire que pour un Lichtenstein qui a l'impression d'avoir à lui seul donné la valeur esthétique aux bandes dessinées alors qu'il partait de cases qui étaient souvent remarquables, on a quand même pas mal d'auteurs de BD que je ne voudrais pas nommer, mais qui sont des pompiers, quoi, qui sont des artistes pompiers et qui n'ont pas un regard pour eux au-delà de Picasso, il ne s'est plus rien passé, quoi. Il n'y a pas eu d'artistes, et c'est des imposteurs, et toutes ces installations vidéo, c'est des guignols, etc. Donc c'est souvent une inculture réciproque. Mais je suis d'accord que chez beaucoup de plasticiens parfois très très sophistiqués, ils vont dire finalement que ce qu'ils aiment c'est Mickey ou Batman. Qu'ils n'ont rien regardé depuis et qu'ils aiment cette imagerie ancienne avec laquelle ils ont grandi, mais qu'aller regarder même le travail d'un Chris Ware, ça les intéresse à peine. Alors que par exemple Chris Ware, on peut dire c'est vraiment typiquement un de ces auteurs qui est à la charnière de plusieurs domaines, mais c'est un artiste contemporain dont le livre est la matière première. C'est déjà ça aussi. Toi par exemple, il y a la fabrique de fanzines qui est un truc typiquement de bande dessinée. Il était au MAMCO à Genève, donc ils ont fait aussi une bande dessinée sur le MAMCO, qui est le musée d'art contemporain. Donc il y a quand même de plus en plus de porosité. Mais regarde au Centre Pompidou, par exemple, le Centre Pompidou, il a le design, il a l'architecture, il a la photo. Où est la bande dessinée? Tu peux dire, c'est quand même incroyable dans un plus grand musée français d'art moderne. Au sous-sol. Ouais, au sous-sol, gratuit pour amuser les enfants. Mais on n'a jamais eu une vraie belle exposition. Et dans la collection, il n'y a rien. Alors pourquoi, s'il y a la photo, le design, l'affiche, pourquoi pas avoir une vraie collection construite de bandes dessinées? C'est aussi par là qu'il faut commencer, c'est-à-dire de donner des repères. C'est vrai que c'est des mondes différents. Il y a des ponts. D'ailleurs, un exemple de pont indirect, c'est que dans l'exposition au-dessus de cette salle, il y a une installation d'Olivier Mosset qui se réfère à une autre installation de Bertrand Lavier, qui elle se réfère à un dessin de Mickey de Walt Disney. Donc en fait, on est ici dans un cadre d'art conceptuel un peu extrême, si on veut, par rapport à la culture populaire dont vous parlez.
Mais il y a une référence, en tout cas, qui est très nettement, mais alors, pour le coup, c'est pas un auteur actuel, c'est un auteur... C'est Piquet, oui, mais c'est presque toujours cet univers déjà codé, appartenant à la culture de masse. Et c'est vrai qu'il y a des artistes fameux, notamment californiens, Mike Kelly, McCarthy, évidemment Petitbon, etc., qui non seulement dans le cas de Petitbon font un lien entre art contemporain et bande dessinée, mais dans le cas de Kelly et McCarthy, qui vont regarder les générations précédentes des années 50, 60 comme source, et ça devient mythique des Wallace Bergman, des assemblagistes californiens comme ça, qui vont chercher dans la culture populaire, puisque finalement c'est de là que ça vient, mais ces gens, quand même, ont formé beaucoup d'artistes beaucoup plus jeunes qui ont digéré ça. C'est-à-dire que ils vont pas forcément traduire dans un langage d'art contemporain en gardant la BD comme médium, mais ils l'ont peut-être digéré. Après, il y a aussi autre chose, c'est plutôt un lien, parce que tu parlais des fanzines, avec la culture musicale. Et c'est vrai qu'il y a là c'est un peu transgénérationnel, c'est-à-dire c'est entre les années 50 et les années 2010. Là, il y a une sorte de ligne des gens entre art, musique, qui trouvent dans le fanzine en fait l'outil de diffusion, de réflexion qui reste toujours très très frais et très facile à faire. Et ça traverse au moins 50 ans. Vous allez exposer ici, on se rend quand même compte que quand lui se met à faire un livre, c'est pas très loin de la bande dessinée. Je t'en parlais tout à l'heure, Vazem, quand il a exposé au centre Dürrenmatt à Neuchâtel, il a sorti un livre, c'est un livre de bande dessinée en fait. Donc peut-être que les artistes contemporains jeunes auront pas les mêmes blocages que jusqu'ici. Il y a aussi des questions de contexte et d'institution. Par exemple, le travail qu'on a vu de Dominique Goblet avec sa fille, si elle était une artiste genre Sophie Calle et qu'elle était exposée dans un certain type de galerie avec un certain processus d'installation, il serait perçu tout à fait différemment que s'il est publié à l'association, par exemple. Alors, rien que le lieu d'inscription du travail modifie totalement le regard qu'on porte dessus et voilà, parfois c'est pas la nature de ce qui est fait mais plus la famille à laquelle l'artiste appartient. Mais pour rester un tout petit peu dans cette question et par un angle différent, parce que en fait vous avez parlé, c'était très intéressant, du lien avec BD et cinéma, BD et jeux vidéo, avec des grosses, enfin pour nous quand on entend 18 000, 30 000 au niveau du tirage, par rapport à l'art contemporain, c'est énorme. Enfin, ça n'a rien à voir. Nous, on en est à 500, 800, 1000, 1200, des choses comme ça. Mais alors, je reviens par un autre biais, et aussi, puisque Roland dirige une librairie-galerie, en fait, et c'est vrai que ça m'a frappé en voyant ton travail, Dominique, il y a vraiment des choses, on se dit, ça peut se vendre comme originaux. Alors, au niveau des originaux, alors il y a des trucs un peu tarte à la crème. Enfin, c'est aussi un marché qui est bizarre, les originaux de BD. Mais est-ce qu'il y a un renouveau ? Quel sens ça a ? On en est où ? Là, quand tu parles justement du marché, alors effectivement, ça c'est un truc qui fait reconsidérer aussi la bande dessinée d'une autre manière. Bon, on le voit dans les ventes aux enchères, Arcurial et compagnie. Il y a des gens qui ressortent là-dedans, ou que ce soit des classiques, comme des Black et Mortimer, ou des gens qui sont inscrits dans l'histoire de la bande dessinée. Alors aux États-Unis déjà depuis longtemps, des gens comme Alex Raymond qui a fait Flash Gordon et tout ça, et comme aussi les comics, les premiers Superman, ça vaut des millions, je veux dire, même le journal. Donc il y a un intérêt qui s'est porté par les collectionneurs, donc qui sont souvent des collectionneurs investisseurs, qui sont aussi bien dans l'art contemporain que dans la bande dessinée. Je peux donner un exemple comme Michel-Édouard Leclerc, qui fait des expositions de Miro, puis qui maintenant fait une exposition en métal hurlant à suivre de revues de bande dessinée anciennes, et qui lui-même collectionne des artistes contemporains
est de la bande dessinée. Donc il y a justement ce côté de marché qui se met en place avec des gens qui commencent à regarder la bande dessinée d'une autre manière parce qu'ils voient le côté plastique ou l'expression même quand on peut tirer particulièrement quand on prend des bandes dessinées du type de Dominique Goblet, il y a des dessins quand ils sont sortis de leur contexte qui pourraient très bien tenir la route sans aucune enfin ça peut être de l'art contemporain comme n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas du tout inscrit dans le côté purement narratif. Et puis les expositions qui ont été faites justement, comme je l'ai cité tout à l'heure, dans des grands musées, avec des choix qui sont assez restrictifs en termes d'expression de bande dessinée. Favorise aussi cet intérêt d'un public qui est plutôt porté sur l'expression pure qu'on trouve dans l'art contemporain ou dans la photo ou dans d'autres modes d'expression. Donc il y a effectivement maintenant quelque chose, il y a un mouvement qui est en place. Qui est en train qui fait qu'il y a alors effectivement là-dedans aussi, comme disait tout à l'heure mon cher ami Benoît, il y a des pompiers, enfin des dessinateurs de bande dessinée qui croient qu'ils font de l'art. Oui, mais il y a quand même aussi beaucoup d'auteurs de bande dessinée aujourd'hui qui réfléchissent l'image autant par rapport à la bande dessinée, mais aussi pour s'exposer. Voilà. Et donc l'idée n'est plus à ce moment-là d'exposer des planches de bande dessinée, mais de réfléchir à la narration. Soit sur les murs, soit dans les livres, et les problématiques sont complètement différentes. Et c'est vrai que moi, mon travail, il est vraiment divisé en deux, et j'ai tout un travail qui est vraiment qui se destine uniquement à l'exposition, mais qui reste pour moi de la narration avec des liens entre les images et un souci de lecture, quoi. Ah, parce que vu que la bande dessinée c'est fait pour être dans un bouquin, c'est fait pour être dans une narration, ce serait difficile d'en extraire. Si elle a été pensée dans un but d'une exposition, pourquoi pas. Mais sinon c'est compliqué. Moi, quand quelqu'un a une planche de BD chez lui, il n'y a pour moi qu'une valeur symbolique. C'est parce qu'il est content d'avoir un Frank Miller ou qu'il est content d'avoir un Hergé ou content d'avoir. Mais artistiquement, je trouve ça absolument pas intéressant. Mais après c'est vraiment mon avis, mais ça dépend vraiment des gens. Mais artistiquement je trouve ça pas intéressant. Mais sinon c'est juste parce que moi je collectionne des jouets, machin de ça, mais donc chacun collectionne ce qu'il veut. Mais c'est juste que artistiquement je trouve pas ça intéressant. Non mais oui. Mais c'est dommage. Une belle illustration, oui, mais je sais pas, une planche de BD, je vois pas trop. Bonsoir. Pour revenir sur ce que disait Bastien, c'est drôle parce que justement avec votre pratique, avec la pratique de Dominique qui justement fait des livres, mais à côté expose et a des supports justement qui permettent ce passage-là. Les planches qu'on a vues de Wazem tout à l'heure qui étaient en différentes parties, donc où elles ne peuvent guère qu'être exposées qu'en tant que work in progress de différentes étapes. Et puis Bastien qui est l'abstraction de la planche où il n'y a plus qu'une forme informatique et du coup qu'est-ce qu'on expose? Ça peut être que justement d'où vient, c'est juste montrer la matrice originale, mais ce serait comme avoir, exposer la planche de gravure sans l'imprimer, le résultat, quoi. Et du coup, je pense que par rapport à chacun, en fait, aujourd'hui, en bande dessinée, il peut y avoir des manières d'envisager le médium qui peuvent emmener vers de l'exposition ou bien vers de la pure édition, et que les gens choisissent en choisissant la bande dessinée aussi des pratiques qui vont être plus ou moins amenées à asseoir une certaine idée qu'ils ont de leur médium, et que du coup quand ils arrivent à des arts un peu pompiers, c'est-à-dire c'est quelque part vouloir à la fois faire quelque chose de complètement populaire et qui soit lisible, et en même temps garder un peu de prestige artistique et de pas assumer que le prestige artistique qu'il y a à faire de la bande dessinée populaire, c'est justement avoir cette œuvre qui est ce livre qui circule et que les gens lisent énormément et dans lesquels ils s'investissent. Et c'est marrant à quel point ce sont les frustrations des uns et des autres qui font justement que dans les expositions il peut y avoir des choses plus ou moins de l'ordre de la démonstration.
sans que ça ait un intérêt d'exposition même, quoi. Non, mais il faut dire maintenant aussi, quand même, juste pour dire, comme disait très justement Dominique, c'est tellement large l'expression dans la bande dessinée. Par exemple, en ce moment, dans les prix Top Fair de cette année, il y a un type qui s'appelle Pascal Matet, qui a fait une bande dessinée complètement abstraite, en découpant dans des catalogues de bande dessinée des tout petites choses, et il a refait une sorte de méta-bande dessinée sans texte, avec ce qu'on appelle un peu comme le gaufrage, c'est-à-dire que c'est toutes des cases qui sont posées gaufrées, et qui touchent tout le monde. Et j'ai plein de gens, des gens de galerie qui voulaient acheter des dessins, parce qu'effectivement, c'est des choses qui tiennent très bien la route tout seul, même hors du contexte d'une narration, parce que ça va très loin dans sa pensée à lui. Juste pour terminer la soirée, on pourra la continuer dans un apéritif, dans le hall d'entrée. Je pense qu'il faut quand même aussi relever un point. Nous, on est assez bien placé ici au Centre culturel suisse pour le savoir. C'est chacun dans son milieu reste souvent dans son milieu, a la peine d'avoir de la curiosité d'aller voir ce qui se passe chez les autres. Par exemple, quand on fait une soirée sur un graphiste, ici, on a une salle ultra comble. Alors que le graphisme pourrait être assez proche de la bande dessinée. Vous voyez, on est loin d'une salle ultra comble. Ces barrières d'intérêt sont toujours très fortes. C'est pas que entre l'art contemporain, la bande dessinée et l'art contemporain. Je pourrais vous dire, est-ce que vous savez que David Weiss, du duo Fischli-Weiss, dans ses premiers travaux, c'est des bandes dessinées. Il y a peu de gens qui le savent, quoi. Mais c'est un rapport de curiosité, simplement. Si on fait une soirée de théâtre, par exemple, on a un monde de théâtre qui vient, on peut avoir une salle pleine, un monde de théâtre, on laisse les portes ouvertes de la salle d'exposition, l'entrée est libre, il faut juste monter l'étage, vous aurez peut-être 10% des gens qui vont faire cet effort, et ils peuvent rester jusqu'à une demi-heure à attendre dans le hall d'entrée. Donc, c'est juste une idée d'effort, faut bien se dire, on essaye de le pousser, de toujours essayer d'amener les gens à essayer de faire un petit pas vers autre chose, mais ça reste quelque chose qui, pour chacun, est souvent assez difficile. Donc, toutes ces transversalités peuvent venir si chacun essaye de faire un pas vers l'autre. Je considère... voilà. Moi, les graphistes, je les déteste, personnellement. Donc, les graphistes qui sont pas venus, tant pis pour eux. Je plaisante. Merci beaucoup d'être venus. Et bienvenue à l'entrée.